De retour de mon voyage d'affaires avec 3 jours d'avance, je venais de ranger ma valise et je me reposais sur le lit quand j'ai entendu la voix d'une étrangère alors que ma belle-mère passait le portail. Je me suis rapidement glissé sous le lit pour me cacher, juste pour entendre mon mari dire quelque chose à sa maîtresse. J'ai attrapé ma valise et je me suis enfui dans la nuit. J'avais traîné ma lourde valise sur chaque marche. Mon corps était si épuisé qu'il semblait pouvoir s'effondrer à tout moment. Ce voyage d'affaires dans le sud étouffant, prévu pour une semaine, s'était terminé avec 3 jours d'avance. J'avais travaillé jour et nuit, poussant le projet à ses limites, complètement vidé, tout cela pour rentrer à la maison et faire la surprise à mon mari. La maison de 3 étages était silencieuse en cette fin d'après-midi. La chaleur oppressante de l'été s'accrochait encore aux arbres devant le portail. J'ai doucement ouvert la porte avec ma propre clé, ne voulant pas déranger ma belle-mère dans sa chambre. Ma belle-mère, Victoria, était une femme dont la minutie frisait la cruauté. Elle avait une règle d'or. Une maison propre est une maison fraîche, et une cuisine impeccable permet de préparer de meilleurs repas. Mais sa version de la propreté était un vide stérile et froid. Elle m'obligeait à cacher toutes mes affaires personnelles, de mon sac à main et mon manteau jusqu'au plus petit bibelot, dans des placards fermés. Rien ne devait jamais traîner dans le salon, ou sur la table à manger. Je traînais les pieds dans notre chambre et m'effondrais, sur le lit moelleux sans même me changer. L'odeur familière de la pièce fit lourdement cligner mes paupières. Je comptais faire une petite sieste, puis me lever, ranger et préparer un délicieux dîner pour la famille. Mais je n'avais somnolé qu'une dizaine de minutes lorsque le grincement du portail en fer en bas me tira de mon léger sommeil. La voix tonitruante de Victoria résonna dans les escaliers. « Oh là là, cette fille a d'excellent goût. Où as-tu trouvé une si belle robe? Elle met tellement mieux ta silhouette en valeur que cette péquenaude. » Puis, vint le rire léger et charmeur d'une femme inconnue. « Oh, vous êtes trop gentille. C'est difficile de trouver quelque chose qui aille avec ce ventre de femme enceinte. Heureusement, Thomas est si prévenant et m'a acheté tout ce dont j'ai besoin. » Mon cœur s'est serré. Le sommeil s'est évanoui, remplacé par un sentiment de terreur vague et croissant. J'ai entendu des pas lourds dans les escaliers. Pas une seule personne, mais 3. Le réflexe naturel d'une belle fille, toujours méfiante face au regard inquisiteur de sa belle-mère, me plongea dans la panique. Ma valise trônait encore au milieu de la pièce, et mes vêtements n'étaient pas changés. Si Victoria voyait ce désordre, cela déclencherait à coup sûr un sermon interminable. Dans un moment de pure panique, sans même réfléchir, je me suis rapidement glissé sous le lit. Notre lit était doté d'un vieux cadre en bois massif. L'espace en dessous était haut, mais Victoria l'avait recouvert d'un long cache-sommier qui touchait le sol, créant un espace. Semblait être close. La porte de la chambre s'ouvrit, et une longue bande de lumière venant du couloir tomba sur le parquet. J'ai retenu mon souffle, recroquevillé dans l'obscurité, la poussière me chatouillant le nez, m'obligeant à réprimer un éternuement jusqu'à en devenir rouge. 3 paires de pieds sont apparus dans mon champ de vision limité à travers l'interstice du cache-sommier. Les chaussons marron familiers de Victoria, les chaussures en cuir verni de mon mari, Thomas, et une paire de talons au rouge, frappants et provoquants. J'ai entendu Thomas rire. Sa voix grave et chaleureuse, cette même voix qui me murmurait des mots d'amour tous les jours, semblait maintenant moqueuse, cruelle. Tu vois, je te l'avais dit. Quand Catherine n'est pas là, cette maison est vraiment la nôtre. Installe-toi confortablement, chérie. J'ai demandé à maman de changer les draps. Il n'y a plus aucune trace de son odeur. L'autre femme a ricané et s'est laissée tomber sur le bord du lit, juste au-dessus de ma tête. Les ressorts du matelas ont grincé. Tu dis ça, bouda-t-elle, avec un ton mêlant caprice et triomphe. Mais si elle revient à l'improviste? Je ne veux pas être connue comme une briseuse de ménage. Après tout, je porte l'héritier du nom de ta famille. Victoria est rapidement intervenue, sa voix mielleuse, en contraste flagrant, avec le ton tranchant qu'elle utilisait habituellement avec moi. Oh, ne te tracasse pas pour ça, ma belle Amber. Elle est en voyage d'affaires tout au sud, en Floride. Ça prendra une éternité avant qu'elle ne revienne. Et si elle pointe le bout de son nez, je l'enverrai à la cuisine où je la ferai dormir dans la chambre d'amis. Franchement, à quoi bon garder une femme qui n'arrive même pas à faire un enfant après 3 ans de mariage? C'est juste une paire de place et de nourriture. J'étais allongé sous le lit, des larmes brûlantes coulant sur mon visage, trempant ma manche. Ainsi, la propreté que Victoria m'imposait, cette règle, bizarre de tout cacher, n'était pas une question de savoir-vivre. C'était pour effacer ma présence même de cette maison, afin de laisser la place à une autre femme. Je me suis mordu la lèvre jusqu'au sang, essayant de réprimer les sanglots coincés dans ma gorge, ayant l'impression que 1000 aiguilles me transperçaient le cœur. Mais le pire restait à venir. J'ai vu Thomas poser un genou à terre, sa main reposant sur le ventre d'Amber. Sa voix est devenue froide et impitoyable, à tel point que je n'en croyais pas.
Mes oreilles. Sois patiente encore un peu, mon cœur. Une fois que nous serons débarrassés de Catherine comme prévu, ces 5 millions de dollars d'indemnisation pour son terrain du nouveau projet d'autoroute seront tout à nous. Ensuite, je ferai officiellement de toi ma femme. Le sol sous moi était froid, mais mon cœur l'était 1000 fois plus. Ces 5 millions de dollars étaient la compensation pour le terrain que mes parents m'avaient laissé. Leur héritage, la décision de zonage venait d'être annoncée la semaine dernière, et j'avais naïvement partagé la nouvelle avec mon mari, prévoyant d'utiliser l'argent pour rénover la maison, offrir à ma belle-mère une retraite confortable et assurer l'avenir de nos futurs enfants. Pourtant, aux yeux des personnes que j'appelais mon mari et ma mère, je n'étais qu'un obstacle, un distributeur automatique ambulant qu'il fallait éliminer pour s'emparer de mes biens. L'espace sous le lit était exigu et étouffant, comme un petit cercueil. L'odeur de renfermer se mélangeait au parfum entêtant de la femme assise au-dessus d'eux. Moi. Je restais immobile, mes membres engourdis par la peur et la douleur se propageant dans chaque fibre de mon être. À travers la petite ouverture du cache-sommier, j'ai vu quelque chose de brillant rouler sur le sol. C'était mon rouge à lèvres, ma teinte bordeaux préférée, celui que Thomas m'avait offert pour notre anniversaire l'année dernière. Maintenant, il gisait au pied de la maîtresse de mon mari, une insulte amère à l'amour insensé que je lui avais totalement donné. Amber n'était toujours pas rassurée. Sa voix, plus aiguë et plus calculatrice, maintenant que sa façade innocente ne le laissait supposer, s'éleva de nouveau. Mais Tommy, ta femme est intelligente. C'est une femme d'affaires. Et si elle refuse de céder le terrain? Ou et si elle ne meurt pas? Et si ça se passe, comme pour ses parents? Si la police enquête et trouve quelque chose, qu'est-ce qu'il adviendrait de moi et du bébé? Sa question m'a fait l'effet d'un seau d'eau glacée jeté au visage, faisant s'arrêter mon cœur une seconde. Mes parents, leur accident tragique il y a 3 ans, la plus grande douleur de ma vie. Une blessure qui ne s'était jamais refermée. Thomas a laissé échapper un petit rire glaçant qui a résonné dans sa poitrine, si différent de son attitude érudite habituelle. Il s'est levé et a fait les 100 pas dans la pièce, le bruit de ses chaussures sur le parquet, résonnant juste à côté de mon oreille. Tu t'inquiètes trop. Ses parents conduisaient ce vieux pick-up déglingué. J'ai juste eu à couper un peu la durite de frein sur ces routes de montagne escarpées. Un coup de frein brusque et ils ont filé droit dans le ravin. L'enquête de la police a conclu à une défaillance des freins et à une erreur du conducteur. L'affaire est classée depuis des lustres. Il fit une pause, baissant la voix avec autosatisfaction. Catherine était dans un état pitoyable, elle s'effondrait tout le temps. J'étais le seul là pour la réconforter, pour prendre soin d'elle. Elle me fait une confiance aveugle. À qui d'autre ferait-elle confiance? Maintenant, elle me voit comme son sauveur. Elle fera tout ce que je dis. Elle ne se douterait jamais de rien. Victoria, assise dans le fauteuil près de la fenêtre, a pris tranquillement une gorgée d'eau. Pourquoi ramener le passé sur le tapis? Tant que mon petit-fils, né en bonne santé et que l'argent est entre nos mains, c'est tout ce qui compte. Une idiote éperdue d'amour comme Catherine est faible. Tu n'as qu'à jouer ton rôle, d'accord? Donne-lui à manger ce que tu veux. Se débarrasser d'elle en douceur sera un jeu d'enfant. J'ai déjà consulté une voyante. Ce mois-ci lui est néfaste. Quoi que nous fassions, tout se passera bien. J'ai mordu le dos de ma main si fort que j'ai pu sentir le goût métallique du sang, juste pour m'empêcher de hurler. Tout mon corps tremblait, des convulsions d'horreur parcourant ma colonne vertébrale. Ce n'était donc pas un accident si j'étais devenue orpheline. Ce n'était pas une coïncidence si Thomas était apparu, comme un chevalier en armure étincelante pendant les jours les plus sombres de ma vie. Tout n'était qu'une pièce de théâtre méticuleusement mise en scène, jouée sur la tombe de mes parents. L'homme que j'appelais mon mari, l'homme avec qui je partageais ma vie, l'homme à qui j'avais tout confié était le meurtrier de sang-froid qui m'avait arraché mes parents chéris. Mes larmes coulaient à l'intérieur, chaudes et salées. Je me suis souvenu des yeux doux, mon père, du sourire chaleureux de ma mère, de ces années où ils avaient travaillé si dur, économisant chaque centime pour acheter ce terrain comme cadeau de mariage pour moi. Et maintenant, ce même terrain était la raison pour laquelle leur fille était tombée dans un repère de démons. La haine a flambé en moi, plus forte que jamais, éclipsant ma peur. Je savais que je ne pouvais pas m'effondrer maintenant. Je ne pouvais pas mourir. Et je ne pouvais certainement pas laisser ces monstres atteindre leur but ignoble. Thomas s'est penché et a embrassé le front d'Amber, sa voix écœurante de douceur. Ne te tracasse pas pour ça, ma jolie. Ce n'est pas bon pour le bébé. Descendons. Maman a préparé ton poulet rôti préféré. Mange bien. Reprends des forces pour ce soir. Amber a pouffé de rire, un rire qui ressemblait à des éclats de verre grattant, mes tympans. Tous les trois sont sortis de la chambre en traînant les pieds. Leurs pas se sont éloignés dans les escaliers, me laissant seul dans
L'obscurité sous le lit avec un cœur brisé et une âme qui s'endurcissait. Lentement avec un désir de vengeance. Les pas du trio se sont estompés derrière la porte de la chambre, laissant un silence si profond qu'il en était terrifiant. Je suis resté sous le lit encore, quelques minutes, écoutant les rires et les bavardages montés de la cuisine, le tintement de la vaisselle, et l'odeur parfumée de la nourriture en train de cuire qui commençait à envahir mes sens. Ils étaient probablement en train de fêter ça, de célébrer leur plan machiavélique qui touchait à sa fin. Célébrant ma misère imminente et ma mort programmée, je me suis mordu la lèvre jusqu'au sang, essayant de calmer les tremblements qui se propageaient dans mes membres. Puis lentement, j'ai rampé hors de l'espace poussiéreux sous le lit. Mes jambes étaient engourdies d'être restées dans une position inconfortable pendant si longtemps. Il m'a fallu un moment pour les masser avant de pouvoir me tenir droite, mais mon cœur était totalement froid. J'ai regardé autour de moi dans la chambre qui était autrefois mon sanctuaire, un endroit dans lequel j'avais mis tout mon cœur à créer. Maintenant, elle me semblait étrangère et terrifiante. J'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'au petit coffre-fort dans le coin du placard où nous gardions nos documents les plus importants. Heureusement, Thomas était arrogant et imbu de lui-même. Il a toujours pensé que j'étais une femme naïve qui lui faisait une confiance aveugle, il n'a donc jamais changé la combinaison du coffre. C'était toujours la date de notre mariage. D'une main tremblante, j'ai tourné le cadran. Le léger clic a résonné comme le bruit du destin qui se déverrouille. J'ai attrapé à la hâte l'acte de propriété du terrain de 5 millions de dollars, tout l'or du mariage que ma mère m'avait donné, et surtout, le dossier des documents de prêt, à taux usuraires de Thomas que je collectionnais secrètement depuis des mois. J'ai tout fourré au fond de ma valise, qui n'était pas encore défaite, le cœur battant à tout rompre. Je savais que je ne pouvais pas rester ici une seconde de plus, mais je ne pouvais pas non plus donner l'alarme tout de suite. J'avais besoin de temps, d'avoir l'esprit clair pour planifier mon prochain mouvement, pour leur faire payer toute la douleur qu'ils m'avaient infligée, à moi et à mes parents. J'ai tiré ma valise et je me suis glissé par la porte de derrière, qui donnait sur une petite ruelle calme, évitant tout contact avec eux trois qui festoyaient dans la salle à manger. Une fois arrivé sur la route principale, j'ai rapidement hélé un taxi et j'ai dit au chauffeur de m'emmener directement dans un hôtel d'un autre quartier, aussi loin que possible de cette maison. Dans la voiture, regardant les lampadaires défiler par la fenêtre, les larmes ont coulé de nouveau, sans retenue. Mes parents me manquaient, nos repas de famille chaleureux, et même le regard tendre et trompeur de Thomas à l'époque où nous sommes tombés amoureux. Maintenant, tout n'était plus qu'un trou noir de trahison et de mensonges. J'ai sorti mon téléphone, bloqué le numéro de Thomas pour éviter d'être dérangé, puis j'ai rédigé un message texte vers le téléphone fixe de la maison, auquel Victoria répondait habituellement. J'ai pris une grande inspiration, tapant chaque mot aussi calmement que possible. Maman, j'étais en route pour rentrer quand il y a eu une urgence soudaine à l'entreprise. Mon patron a besoin que je m'envole pour la succursale du Sud immédiatement pour gérer une crise de relations publiques. Il me faudra probablement encore une semaine avant de pouvoir revenir. Prends soin de toi. Après avoir envoyé le message, j'ai éteint mon téléphone et j'ai appuyé ma tête contre la vitre de la voiture. J'avais l'impression qu'un énorme poids avait été levé, pour être remplacé par un autre fardeau encore plus lourd. À l'hôtel, je me suis enregistré et je suis allé directement sous la douche, ouvrant l'eau à fond pour nettoyer la poussière de sous le lit et la répulsion qui s'accrochait à mon esprit. En me regardant dans le miroir, j'ai vu une inconnue avec des cernes sous les yeux et un visage émacié, mais son regard était effroyablement perçant. Je me suis souvenu des mots de Thomas sur le fait d'avoir coupé les freins de mes parents, de l'expression cupide de Victoria, quand elle a mentionné les 5 millions de dollars. Soudain, le souvenir des habitudes de ma belle-mère m'a traversé l'esprit. Victoria était pathologiquement économe. Elle avait l'habitude de conserver les restes dans le réfrigérateur pendant toute une semaine, mais sans jamais les couvrir correctement. Les aliments crus et cuits étaient mélangés. Pire encore, elle débranchait régulièrement le réfrigérateur la nuit pour économiser de l'électricité, puis le rebranchait le lendemain matin. J'avais essayé de la raisonner d'innombrables fois, expliquant que les bactéries allaient se multiplier et que la nourriture allait pourrir, mais elle m'avait toujours repoussé, me traitant de petite fille gâtée, disant « j'ai mangé comme ça toute ma vie, et je ne suis pas encore morte ». Une idée a jailli dans mon esprit, froide et impitoyable. S'ils voulaient ma mort pour s'emparer de mes biens, alors j'utiliserais leur propre radinerie et leur ignorance pour les envoyer dans l'au-delà. Je me suis laissé glisser sur le sol de la salle de bain, le bruit de l'eau courante rugissant dans mes oreilles. Mais mon esprit était déjà en train d'esquisser un scénario parfait. Pas de couteau, pas de sang, juste un repas somptueux, un réfrigérateur sans électricité et la cupidité insatiable de la nature humaine. Cette nuit-là fut la plus longue de ma vie. La chambre d'hôtel luxueuse avec ses couvertures chaudes et son matelas moelleux semblait aussi froide qu'un cimetière. Je me suis tourné et retourné, incapable de dormir.
À chaque fois que je fermais les yeux, l'image de la voiture accidentée de mes parents et le sourire diabolique de Thomas clignotaient devant moi comme des fantômes vengeurs. Je me suis assise, j'ai allumé la veilleuse et j'ai pris mon téléphone, insérant une nouvelle carte SIM que je venais d'acheter pour chercher quelques informations. Un texto automatisé de la compagnie d'électricité me rappelait de payer la facture du mois dernier, et je me suis arrêté. La facture d'électricité de ce mois-ci était à un niveau record, seulement la moitié des mois précédents. J'ai esquissé un sourire amer et tordu. C'était sans aucun doute parce que Victoria avait intensifié ses mesures d'économie extrême pendant mon absence, débranchant tous les appareils, compris le réfrigérateur, la nuit. Je me suis souvenu d'une fois où j'étais descendu boire un verre au milieu de la nuit, et où j'avais vu une flaque d'eau provenant du réfrigérateur s'étaler sur le sol. Quand je l'avais ouvert, l'air froid avait disparu, et l'odeur de la viande et du poisson cru se mêlait à la puanteur des vieux restes. Je m'étais disputé avec elle à ce sujet, mais elle m'avait juste fusillé du regard. Qu'est-ce que tu en sais? Le frigo garde très bien sa température. Le débrancher pendant quelques heures la nuit ne fait aucun mal, mais la facture d'électricité ne cesse d'augmenter. Tu ne te soucies pas de l'argent de ton mari? À l'époque, je m'étais juste mordu la langue pour garder la paix. Je n'aurais jamais imaginé que son ignorance têtue deviendrait maintenant l'arme la plus tranchante entre mes mains. J'ai ouvert mon navigateur web et cherché des mots-clés sur les intoxications alimentaires dues à un mauvais stockage. Un flot de résultats est apparu, mais un ancien reportage a attiré mon attention. Risque d'infection mortelle à la listeria due à une pastèque laissée dans le réfrigérateur pendant la nuit. J'ai dévoré chaque mot, mon cœur battant plus vite à chaque défilement. L'article expliquait que la listeria monocytogène est une bactérie extrêmement dangereuse, capable de se multiplier même dans les basses températures d'un réfrigérateur, s'il ne fait pas assez froid. Plus précisément, la pastèque, après avoir été coupée, si elle est conservée à l'air libre avec des aliments crus comme la viande et le poisson dans un réfrigérateur allumé et éteint par intermittence, devient un terrain de reproduction idéal pour cette bactérie. Lorsqu'elle est ingérée, elle ne provoque pas d'intoxication immédiate, mais à une période d'incubation avant d'attaquer le système nerveux, provoquant septicémie, méningite et défaillance multiviscérale. Le taux de mortalité est très élevé, sans intervention médicale rapide. J'ai posé le téléphone, les mains sur le visage, un frisson parcourant mon échine. C'est ça. C'est le chemin que le destin m'a montré. Je n'ai pas à lever le petit doigt. Je n'ai pas à laisser une seule empreinte sur une arme. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une pastèque, de quelques fruits de mer frais et de l'habitude mortelle de ma belle-mère d'économiser l'électricité. J'allais transformer cette cuisine chaleureuse en un laboratoire de la mort où la gloutonnerie et l'avarice seraient les bourreaux. J'ai imaginé Victoria remplissant joyeusement le réfrigérateur éteint de nourriture, puis forçant son fils et sa fausse belle-fille à manger jusqu'à la dernière miette pour que rien ne soit gaspillé. Je me suis levé et j'ai fait les 100 pas dans la pièce, mon esprit bouillonnant de calculs détaillés pour la performance à venir. Je devais rentrer à la maison pour jouer le rôle de l'épouse dévouée. La belle-fille, rentrant tout juste d'un voyage chargé de délicieuses friandises pour la famille. J'allais acheter les choses dont ils avaient le plus envie, des choses chères que Victoria n'oserait jamais acheter avec son propre argent, pour stimuler leur cupidité à son maximum absolu. Je me suis regardé dans le miroir, et j'ai essayé de m'entraîner à sourire, le sourire innocent et soumis de l'ancienne Catherine. Mais peu importe mes efforts, mes yeux ne pouvaient pas cacher leur froideur. Je me suis dit, maman, papa, je suis désolé de devoir être si cruel, mais je n'ai pas d'autre choix. La loi exige des preuves, et les preuves de votre accident ont été enterrées par le temps. J'utiliserai la loi du karma pour les juger. S'ils vivent avec une conscience, s'ils savent quand s'arrêter, ils survivront. Mais si la cupidité les aveugle, ils creuseront leur propre tombe. J'ai pris un taxi pour retourner à cette maison au milieu de l'après-midi, à l'heure où le soleil est le plus féroce et où la garde des gens est au plus bas. J'avais dans les mains des sacs de toute taille, remplis d'aliments chers que je venais d'acheter au supermarché et au marché aux poissons. J'ai acheté un filet entier de saumon rouge vif, quelques kilos de crevettes encore frétillantes, des calmars frais, et surtout, une pastèque géante. Son écorce, verte, lisse et ronde, ressemblait à la promesse d'une douce mort. Je suis entré dans la maison avec un sourire permanent sur le visage, un sourire que j'avais pratiqué toute la nuit devant le miroir pour qu'il paraisse aussi naturel que possible. Dès qu'elle m'a vu, Victoria, qui regardait la télévision dans le salon, a sursauté de surprise. Elle a bégayé. « Oh, Catherine, tu n'avais pas dit que tu partais en voyage d'affaires dans le sud? Pourquoi es-tu rentrée si tôt ?» J'ai posé les courses sur la table, essuyant la sueur de mon front, d'une voix joyeuse. Le voyage a été annulé à la dernière minute, parce que le client a eu une urgence.
J'en ai profité pour rentrer directement à la maison. En chemin, je me suis arrêté pour acheter des fruits de mer frais pour régaler la famille. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un vrai festin. À la mention de fruits de mer frais et à la vue des sacs bombés, les yeux de Victoria se sont illuminés. Le choc initial s'est évanoui, remplacé par une cupidité non dissimulée. Elle s'est précipitée, fouillant dans chaque sac. Mon Dieu, ce saumon est énorme, et ces crevettes ont dû coûter une fortune. Tu sais, vraiment gaspiller l'argent. Mais puisque tu les as déjà achetés, laisse-moi les ranger. Thomas est descendu. Son visage a momentanément changé quand il m'a vu. Mais il a rapidement retrouvé son sang-froid, jouant le rôle du mari, attentionné. Il a mis son bras autour de mes épaules. Chérie, tu es de retour. Pourquoi tu n'as pas appelé pour que je vienne te chercher? Ces sacs sont si lourds. Tu vas te faire mal aux mains. Je l'ai regardé dans les yeux, ravalant la vague de nausée qui montait dans ma gorge, et j'ai répondu doucement. Je voulais te faire la surprise. Oh, et j'ai acheté une délicieuse pastèque. Laisse-moi la couper pour que tout le monde se rafraîchisse. J'ai apporté la pastèque dans la cuisine, choisi le couteau le plus aiguisé, l'ai lentement coupé en deux. Le bruit sec de l'écorce qui se fendait était délicieux. J'ai délibérément coupé le melon en grosses tranches à découvert et je les ai disposées sur une assiette. J'ai ouvert le réfrigérateur et une odeur nauséabonde de renfermer m'a frappé, m'obligeant à retenir mon souffle. Le frigo était un désordre chaotique, bourré de sacs en plastique remplis de restes, datant de je ne sais quand. Des jus de légumes et de viande avaient fui, créant un désordre collant sur les étagères. Au lieu de le nettoyer comme je l'aurais fait d'habitude, j'ai intentionnellement placé l'assiette de tranches de pastèque à l'air libre sur l'étagère du milieu, juste à côté d'une assiette de porc cru dégoulinant de sang et de quelques poissons non nettoyés. J'ai coincé les crevettes et les calmars dans les espaces restants, créant un environnement parfait pour une contamination croisée bactérienne entre les aliments crus, ceux prêts à être consommés. Je me suis tourné vers Victoria. Maman, le frigo est tellement plein. Je vais juste mettre ça ici pour l'instant. Nous pourrons faire une fondue de fruits de mer ce soir. J'ai déjà coupé la pastèque. Gardons-la au frais pour que toi et Tom puissiez en profiter, plus tard. Victoria a regardé le frigo rempli de nourriture délicieuse et a hoché la tête avec empressement, son sourire s'étirant jusqu'aux oreilles. Oui, laisse ça là. Je vais m'en occuper. Tu dois être fatigué par ton voyage. Monte te reposer. Elle a jeté un coup d'œil à l'assiette de pastèque rouge et juteuse posée à côté de la viande crue. Mais avec ses connaissances limitées et des années d'habitude insalubre, elle n'y a vu aucun problème. À ses yeux, tout cela n'était que de la nourriture gratuite et délicieuse. Je me suis lavé les mains, j'ai jeté un dernier regard à ma création avant de fermer la porte du réfrigérateur. Un frisson a parcouru mon échine, mais je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je suis monté dans notre chambre. Thomas m'a suivi, a fermé la porte, et a demandé d'un ton inquisiteur, « Tu es rentré si soudainement. Est-ce que ça a affecté ton travail ?» Je me suis assis sur le lit en faisant semblant d'être fatigué, me frottant les tempes. C'est un peu embêtant, chérie, mais mon patron s'est montré compréhensif et m'a donné quelques jours de congé. Oh, j'ai remarqué que maman essaie d'économiser beaucoup d'électricité ces derniers temps. Débrancher et rebrancher le frigo comme ça va faire pourrir la nourriture. Très vite. Thomas a balayé l'idée de la main avec un rire. Oh, c'est juste. Elle. Ça ne sert à rien de lui en parler. Laisse-la faire. Si quelque chose tourne mal, nous avons l'argent pour acheter de nouvelles choses. Ne te stresse pas avec ça. Il n'avait aucune idée que son indifférence même aidait à la sentence de mort qu'on lui préparait. Je me suis allongé, j'ai fermé les yeux, mais mes oreilles étaient alertes au moindre bruit en bas, attendant que la nuit tombe, attendant le moment où Victoria débrancherait le réfrigérateur, un rituel quotidien familier. J'étais allongé sur le lit, feignant un sommeil profond, mais mon esprit était tendu comme la corde d'un violon. Vers 15 heures, mon téléphone a vibré. C'était l'alarme que j'avais réglée, mais j'avais enregistré le contact sous le nom de PDG. J'ai bondi et j'ai répondu au téléphone d'un ton paniqué, faisant mon numéro pour Thomas, qui jouait à un jeu sur son téléphone à proximité. Allô? Oui, monsieur. Quoi? Le client veut annuler le contrat? Oh, non. Oui, je comprends. Je vais me rendre à l'aéroport immédiatement pour m'envoler vers Dallas. Oui, monsieur. Je suis vraiment désolé. J'ai raccroché et je me suis tourné vers Thomas avec un air extrêmement inquiet, remballant frénétiquement mes vêtements dans la valise. Thomas a posé son téléphone en fronçant les sourcils. Qu'y a-t-il? Tu viens de rentrer et tu repars déjà? J'ai soupiré, dramatiquement, ma voix remplie de résignation. C'est un désastre, chérie. Le contrat dont je m'occupe a un problème majeur. Mon patron m'oblige à voler
jusqu'à Dallas immédiatement pour régler ça. Si je ne le fais pas, l'entreprise pourrait être redevable de plus d'1 million de dollars de pénalité. Je serais probablement absente encore 3 ou 4 jours. En entendant cela, les yeux de Thomas se sont illuminés. Il a essayé de cacher un sourire triomphant, mais le coin de sa bouche a tremblé involontairement. Il était visiblement ravi que je reparte, créant une autre opportunité pour lui et sa maîtresse d'être ensemble dans cette maison, se régalant de la nourriture que je venais d'acheter. Il s'est levé et m'a tapoté l'épaule, feignant l'inquiétude. Eh bien, le travail est important. Vas-y. Je peux gérer les choses ici à la maison. Tu travailles trop dur, chérie. Je m'inquiète pour toi. J'ai traîné ma valise en bas. Victoria s'affairait dans la cuisine. Me voyant, avec mes bagages, elle a demandé, surprise, où pars-tu maintenant? Tu viens de rentrer. J'ai répété l'histoire de l'appel de mon patron. Puis j'ai ajouté la réplique là, plus importante, celle qui déclencherait sa cupidité insatiable. Maman, je suis tellement désolé. J'ai acheté toute cette merveilleuse nourriture pour notre fondue de ce soir et maintenant je dois partir précipitamment. Toi et Tom, assurez-vous de manger tous les fruits de mer et la pastèque dans le frigo. Cette nourriture fraîche était très chère, tu sais, plus de 100 dollars. Ce serait un terrible gaspillage de la laisser pourrir. En entendant les mots, cher, 100 dollars et gaspillage, Victoria a hoché la tête avec empressement, les yeux brillants. Oui, ne t'inquiète pas. Va t'occuper de ton travail. Nous mangerons toute cette délicieuse nourriture. Nous ne la laisserons pas se perdre. Je vais tout cuisiner. Je ne gaspillerai pas une seule miette. Elle m'a regardé avec une rare expression flagorneuse, pensant probablement au festin gratuit qui l'attendait. Je l'ai regardée une dernière fois, cette femme, avide et cruelle qui se tenait sans le savoir au bord de la mort. Un étrange mélange d'amertume et de satisfaction m'a envahi. J'ai franchi la porte. Thomas m'a accompagné jusqu'au taxi. Il a fait au revoir de la main avec un air de soulagement, comme s'il venait de se débarrasser d'un lourd fardeau. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai regardé dans le rétroviseur et je l'ai vu retourner à l'intérieur à la hâte, sans doute pour appeler sa maîtresse, Amber, pour qu'elle vienne fêter ça. Je me suis calé contre le siège et j'ai fermé les yeux. Une seule larme a coulé sur ma joue. C'était fait. Le piège était tendu. L'appât était posé. Il ne restait plus qu'à attendre que les animaux avides entrent de leur plein gré. J'ai murmuré pour moi-même. Mangez. Bon appétit. C'est le dernier souper que je vous préparerai jamais. Un festin payé avec la vie de mes parents et mon propre amour aveugle. La voiture a accéléré dans le crépuscule, laissant derrière elle la maison qui s'enfonçait lentement dans l'obscurité. Une maison où la mort attendait patiemment de balancer sa faux. Je me suis assise dans un café en face du vieux complexe d'appartements, tenant un verre de thé glacé fondu depuis longtemps, les yeux rivés sur l'écran de mon téléphone. Grâce à la minuscule caméra cachée que j'avais placée sur le dessus du placard de la cuisine, j'observais chaque mouvement dans la maison que je venais de quitter. La nuit était tombée et un calme silencieux enveloppait la petite cuisine. La faible lumière jaune jetait une lueur sur la silhouette mince, mais agile de ma belle-mère. Victoria faisait les 100 pas, s'éventant avec un éventail à main, se plaignant de la chaleur. Elle marmonnait quelque chose pour elle-même, et j'étais sûr que c'était à propos de l'argent, comment économiser chaque centime dans cette maison. Comme je l'avais prévu, elle s'est dirigée vers le réfrigérateur, celui-là même, qui était maintenant rempli des cadeaux coûteux que j'avais laissés. Elle a ouvert la porte, et une vague d'air froid a frappé son visage, la faisant prendre une longue respiration satisfaite. Elle a sorti l'assiette de pastèque, rouge et juteuse, l'admirant, la bouche en cul de poule. Ma parole, cette fille, sait comment choisir une bonne pastèque. Si rouge, elle doit être incroyablement sucrée. Mais la laisser comme ça, c'est un gaspillage d'électricité. Je vais juste débrancher ça. Il fait frais ce soir. La nourriture ne pourrira pas. Elle s'est penchée, sa main rugueuse attrapant la prise et la tirant fermement de la prise murale. Le faible bourdonnement du moteur du réfrigérateur s'est brusquement arrêté, laissant un silence effrayant, comme le dernier battement de cœur d'un animal mourant. Victoria a fermé la porte du frigo avec un air de satisfaction, comme si elle venait de remporter une grande victoire. Elle ne se doutait pas que son acte d'économiser quelques centimes sur la facture d'électricité était le bouton de démarrage d'une réaction en chaîne biologique mortelle. À l'intérieur de l'espace clos, la température a commencé à augmenter. L'air froid s'est dissipé, remplacé par l'humidité et la chaleur. Les bactéries de listeria provenant de la viande crue dégoulinante et des poissons non nettoyés ont commencé à s'agiter, se multipliant à une vitesse phénoménale. Elles ont rampé et se sont propagées, envahissant la chair rouge et sucrée des tranches de pastèque, transformant le dessert rafraîchissant en balles de poison enrobées de sucre. Le lendemain matin, à travers l'écran du téléphone, j'ai vu Victoria se lever tôt
Elle a rebranché le réfrigérateur, marmonnant pour elle-même à quel point elle était intelligente d'économiser de l'argent pour sa famille. Elle a sorti tous les fruits de mer et la pastèque, organisant un somptueux festin sur la table de la salle à manger. Thomas est descendu, se frottant les yeux, mais son nez frétillait déjà à cause des délicieuses odeurs. Il a vu la table chargée de crevettes et de poissons, puis l'assiette de pastèques fraîches pour le dessert, et ses yeux se sont illuminés. Tu es la meilleure, maman. Avec Catherine, absente, nous mangeons mieux qu'à un festin de mariage. Victoria a ri, plaçant le plus gros morceau de saumon dans l'assiette de son fils. Mange, mon fils. Elle l'a acheté avec son argent, alors pourquoi ne pas en profiter? Elle a dit que c'était cher et que ça pourrirait si on le laissait traîner. Alors, régalons-nous et profitons-en. J'ai regardé Thomas mettre un morceau de poisson dans sa bouche, puis prendre une tranche de pastèque et en prendre une énorme bouchée, le jus coulant sur son menton. Il a mangé avec appétit, goulûment, comme s'il voulait dévorer le monde entier. Victoria, assise à côté de lui, n'était pas différente. Elle a mangé et loué sa stupide belle-fille pour avoir acheté d'aussi bons aliments, seulement pour les laisser à sa belle-mère. En les regardant, une douleur aiguë m'a tordu l'estomac. Je me suis souvenu des repas simples de mon enfance où mes parents donnaient leur dernier morceau de viande à leurs enfants, de leur sacrifice silencieux. Ici, dans cette maison, la cupidité et l'égoïsme avaient érodé toute humanité, les transformant en bêtes cruelles, même à table. Le deuxième jour s'est passé dans une attente tendue. Grâce à la caméra, j'ai vu Thomas rentrer du travail à son heure habituelle et s'affaler sur le canapé, faisant défiler son téléphone en attendant le dîner. Cependant, son expression n'était plus aussi joyeuse et suffisante que la veille. Il grimaçait, frottant occasionnellement le bas de son abdomen, les sourcils froncés de gêne. C'était le premier signe, subtil mais sûr, que les bactéries commençaient leur assaut. Silencieux sur son corps. Ce soir-là, Victoria a servi les restes de la veille, fidèle à sa devise de tout manger et de ne rien gaspiller. La pastèque avait commencé à devenir aqueuse et sombre, mais elle s'est contentée de couper les parties abîmées et de réarranger le reste sur une assiette. Thomas a regardé le repas avec une expression lasse. Il a picoré sa nourriture avec léthargie, pendant quelques minutes avant de poser ses baguettes. Sa voix était faible, mon ventre est bizarre. J'ai une douleur sourde depuis cet après-midi. La nourriture n'était être pas fraîche. Victoria, en train d'enfourner une grande bouchée de riz, s'est arrêtée et l'a foudroyé du regard. Tu en fais toujours toute une histoire pour rien. Catherine a acheté ce qu'il y a de mieux. C'était dans le frigo froid. Comment ça a pu pourrir? Tu as probablement juste attrapé un coup de froid en restant sous la climatisation toute la journée. Victoria était une femme têtue qui faisait plus confiance à ses remèdes de bonne femme rafistolée qu'à la science. Elle s'est levée et a fouillé dans l'armoire à pharmacie, en sortant une bouteille presque vide d'huile mentholée et un morceau de gingembre ratatiné du panier à épices. Elle a obligé Thomas à s'allonger sur le ventre sur le canapé et a commencé à frotter vigoureusement l'huile sur son dos, en marmonnant « Laisse-moi chasser ce mauvais vent. Une tasse de thé chaud au gingembre après ça, et tu iras bien. » Un homme avec un estomac aussi fragile qu'un escargot qui se plaint pour un rien. Thomas est resté immobile, gémissant doucement alors que les mains de Victoria appuyaient fort sur son dos. Il faisait totalement confiance à sa mère, tout comme il avait eu confiance dans le fait que le meurtre de mes parents était un plan parfait et introuvable. J'ai regardé la scène sur mon écran, un goût amer dans la bouche. Ma belle-mère, la femme qui s'était toujours targuée d'avoir si bien élevé son fils, utilisait maintenant sa propre ignorance pour le pousser plus près de la mort. Elle n'avait aucune idée que son mal de ventre ne venait pas d'un courant d'air, mais de toxines s'infiltrant dans sa circulation sanguine, et que frotter de l'huile ou boire du thé chaud au gingembre ne ferait qu'accélérer la propagation de l'infection. J'ai vu Thomas boire toute la tasse de thé au gingembre, son visage rougissant sous la chaleur, la sueur coulant à flots. Il s'est endormi là, sur le canapé, d'un sommeil agité et troublé. Cette nuit-là, j'ai vu Victoria débrancher de nouveau le réfrigérateur avant de se coucher, même s'il y avait encore de la nourriture à l'intérieur. Elle a éteint les lumières et la maison a été plongée dans l'obscurité. Je suis resté, recroquevillé sur mon lit, regardant les lumières scintillantes de la ville par la fenêtre de l'hôtel. Je me suis demandé si Thomas voyait mes parents dans ses rêves, s'il éprouvait des remords pour ce qu'il avait fait. Probablement pas. La cupidité l'avait aveuglé, effaçant la frontière entre le bien et le mal. Au matin du troisième jour, l'état de Thomas s'était considérablement détérioré. Grâce à la caméra, j'ai vu qu'il ne pouvait pas se lever pour aller travailler. Il était recroquevillé dans son lit, le corps secoué de violents frissons malgré la chaleur étouffante. Son visage était cendré, et ses lèvres étaient sèches et gercées. Il a commencé à vomir violemment comme s'il essayait d'expulser tout ce qu'il y avait dans son corps. Le bruit de ses hauts le cœur transmis par le haut-parleur de la caméra était pathétique et pitoyable, mais mon cœur était
désormais engourdi, ne laissant que le détachement froid d'un juge attendant un verdict. Thomas a lutté pour s'asseoir, sa voix étant un murmure faible et rauque. « Maman, je suis tellement fatigué. Peux-tu appeler un taxi pour m'emmener à l'hôpital? Je ne me sens pas bien. Ma tête me fait un mal de chine. » Victoria a couru dans la chambre avec un bol de bouillie de riz chaud d'eau. Oignon. Voyant son fils dans un tel état, elle a semblé inquiète pendant un moment. Mais sa radinerie profondément enracinée a rapidement pris le dessus sur toute préoccupation maternelle. Elle a posé la bouillie, a touché le front de Thomas, et a fait claquer sa langue. Cette forte fièvre signifie que le mauvais vent est entré profondément en toi. Pourquoi aller à l'hôpital et gaspiller de l'argent? Ils vont juste inventer toutes sortes de maladies, faire des tests, et te facturer une fortune. Reste à la maison, je vais m'occuper de toi. Ça ira, avec un peu de médicaments. Sur ce, Victoria a filé à la pharmacie du quartier. Je savais qu'elle n'achèterait pas de médicaments prescrits par un médecin, mais quelque chose basé sur sa propre expérience. Peu de temps après, elle est revenue avec une boîte de puissants antidiarrhéiques et des antipyrétiques. Génériques. Elle a aidé Thomas à se lever et l'a forcé à avaler les pilules. Tiens, prends ça pour arrêter la diarrhée. Tu vas retrouver tes forces tout de suite. J'ai acheté ce qu'il y a de mieux. Les femmes au marché disent toutes que celui-là marche comme un charme. Elles n'avaient aucune idée que, pour quelqu'un atteint de septicémie comme Thomas, prendre un antidiarrhéique était une erreur fatale. Les toxines et les bactéries, au lieu d'être expulsées, étaient désormais piégées à l'intérieur de son corps, s'accumulant et attaquant ses organes internes. Après avoir pris le médicament, Thomas s'est effondré de nouveau sur le lit, sa respiration lourde et laborieuse. Victoria s'est assise à côté de lui, l'éventant et marmonnant des critiques. Quel homme faible. Un petit mal de ventre et tu pleures déjà pour aller à l'hôpital. Ton père a été à l'article de la mort autrefois et il n'a même jamais osé voir un médecin. Il restait juste à la maison à boire des tisanes et il allait mieux. Tu as eu la vie trop facile. C'est pour ça que tu es si douillet. Repose-toi simplement. Tu te sentiras mieux et tu pourras retourner travailler pour gagner de l'argent. Ces mots étaient comme des couteaux se tordant dans le fil fragile de la vie, auquel Thomas s'accrochait. Il a fermé les yeux, peut être trop épuisé pour argumenter, ou peut être se sentant impuissant face à l'entêtement de sa mère. J'ai regardé l'horloge. Je savais que le moment décisif était arrivé. Les bactéries de la listeria, une fois dans la circulation sanguine, provoquaient des complications à une vitesse terrifiante. L'arrogance et l'ignorance de Victoria venaient de lui arracher sa dernière chance de survie. J'ai fermé mon ordinateur portable et commencé à rassembler mes affaires. Il était temps pour l'épouse dévouée de rentrer à la maison pour assister au dernier acte et jouer son dernier rôle dans cette tragédie familiale. J'ai tiré ma valise dans la maison alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient. L'air était épais, imprégné de l'odeur de l'huile mentholée, du vomi, et du léger parfum écœurant de maladie qui pénétrait chaque coin. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai appelé, la voix empreinte de panique feinte et de surprise, maman. Tom. Je suis rentré. Pourquoi fait-il si sombre ici? Pas de réponse, juste un faible gémissement provenant de la chambre du rez-de-chaussée, la pièce où Victoria dormait habituellement, devenue, maintenant une chambre de malade improvisée pour son fils. J'ai lâché ma valise au milieu du salon et je me suis précipité dans la chambre. La scène devant moi, bien que je m'y sois préparé, m'a quand même fait frissonner. Thomas était allongé sur le lit, les yeux fermés, la peau d'un gris cadavérique, son souffle se traduisant par des halètements irréguliers et sifflants. Victoria était affaissée à ses côtés, tenant toujours un éventail, s'étant assoupie d'épuisement. Le bruit l'a réveillée. Elle a sursauté, et en me voyant, elle a eu l'air de trouver une bouée de sauvetage. Sa voix était larmoyante. « Oh, Catherine, tu es de retour. C'est terrible. Je crois que Tom a attrapé une sorte de mauvais vent. Il vomit depuis hier. Je lui ai donné des médicaments, mais ça n'aide pas beaucoup. » J'ai couru vers le lit et j'ai touché le front de Thomas. Il était brûlant. Je me suis tourné vers Victoria, ma voix accusatrice, mais conservant un vernis de respect. Mon Dieu, maman. Il est brûlant comme ça, et tu as cru que ce n'était qu'un mauvais coup de vent? Pourquoi ne l'as-tu pas emmené à l'hôpital immédiatement? Quel médicament lui as-tu donné? Victoria a bégayé, en me tendant la boîte d'antidiarrhéique. Eh bien, il avait la diarrhée, alors j'ai acheté ça pour l'arrêter. J'ai pris la boîte, faisant semblant de l'examiner, puis j'ai soupiré, profondément, la remerciant silencieusement pour sa stupidité. Pour dissiper toute suspicion future sur l'origine de la maladie, je suis rapidement passé à l'étape suivante de mon plan. J'ai sorti plusieurs bouteilles de jus de pastèque, frais du commerce de mon sac à main, d'une marque différente de celle du melon. Mortel dans le frigo. J'en ai versé un verre pour Victoria et j'en ai bu un
Moi-même, l'avalant d'un trait juste devant elle. J'avais tellement soif avec. Le voyage, ai-je dit d'un ton désinvolte. Prends un peu de jus, toi aussi, maman. C'est très rafraîchissant. Je viens d'en racheter. Au fait, avez-vous fini tous les fruits de mer et la pastèque que j'ai achetés l'autre jour? C'était bon? Victoria a pris le verre et l'a bu, hochant la tête avec empressement. On a tout fini. C'était délicieux, ma chérie. Les crevettes et le poisson étaient si frais, et la pastèque était incroyablement sucrée. Tom doit juste avoir l'estomac fragile. C'est pour ça qu'il est tombé malade. J'en ai mangé, et je vais parfaitement bien. Tu vois? Les mots de Victoria étaient l'alibi parfait. Pour moi. Elle avait confirmé que la nourriture était bonne. Elle en avait mangé, elle aussi, et allait bien. Peut-être qu'elle en avait moins mangé, ou que son système immunitaire était plus fort. Mais de toute façon, comment pourrait-on m'accuser de les avoir empoisonnés? De plus, mon acte de boire du jus de pastèque immédiatement après mon retour renforçait la conviction que la nourriture que j'avais apportée était sûre. J'ai regardé Thomas, qui gisait dans un état de stupeur, et je l'ai doucement secoué. Tom, chéri, je suis de retour. Tiens bon. J'appelle une ambulance pour t'emmener à l'hôpital. Les yeux de Thomas se sont entr'ouverts. Son regard était trouble et sans vie. Il a essayé de bouger les lèvres pour dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. J'ai pris sa main froide, feignant la détresse en la frottant, mais dans mon esprit, un rire glacial résonnait. Mon amour, ta femme, est de retour pour t'accompagner dans ton dernier voyage. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de toi aussi tendrement que tu as pris soin d'eux. Moi après l'accident de mes parents. Assise sur le bord du lit, tenant toujours la main froide de Thomas, mon esprit foisonnait de calculs froids. Pour que cette performance soit sans faille, pour que personne, pas même la personne la plus soupçonneuse, ne puisse remettre en question mon innocence. Je savais que je ne pouvais pas rester une spectatrice. En bonne santé. Je devais devenir une victime aussi, une heureuse survivante de cette tragédie familiale. Avec cette pensée, j'ai lâché la main de Thomas, je suis tenu le ventre et j'ai contorsionné mon visage de douleur. J'ai laissé échapper un léger gémissement, juste assez fort pour que Victoria, qui somnolait dans son fauteuil, l'entende. Aïe. Maman, pourquoi j'ai soudain si mal au ventre? J'ai dû attraper des maux d'estomac en buvant ce jus de pastèque, fois après mon long voyage. Victoria s'est réveillée en sursaut, les yeux emplis d'un étrange mélange d'inquiétude et de soulagement. Peut-être qu'au fond d'elle-même, le fait que âgée des douleurs à l'estomac, tout comme son fils l'a convaincu qu'il s'agissait simplement d'une banale intoxication alimentaire ou du mauvais vent, auquel elle croyait dur comme fer, et non pas le résultat du fait qu'elle ait débranché le réfrigérateur pour économiser quelques centimes. Elle a fait claquer sa langue, sa voix feignant l'inquiétude mais incapable de cacher une once de comparaison. Tu vois, je t'avais dit que ce temps était terrible. Tout le monde tombe malade. Va aux toilettes. Peut-être que tu te sentiras mieux si tu vomis, tout comme Tom tout à l'heure. Il reste encore des cachets dans l'armoire à pharmacie. Prends-en quand tu sortiras. J'ai serré mon ventre et je me suis précipité dans la salle de bain, claquant la porte derrière moi. Le petit espace clos et l'odeur d'eau de javel m'ont vraiment donné la nausée. J'ai enfoncé mon doigt dans ma gorge, me forçant à faire des bruits de haut, le cœur fort et violent pour que Victoria les entende. Les larmes et la morve coulaient sur mon visage, provoquées par le réflexe naturel. Mais quand je me suis regardé dans le miroir, mes yeux étaient toujours clairs et effroyablement froids. J'ai tiré la chasse d'eau, le bruit de l'eau couvrant le vacarme, tout comme il balayait la dernière once de compassion que j'avais pour cette famille. Je me suis aspergé le visage d'eau froide, omettant délibérément de l'essuyer, pour avoir l'air plus hagarde. Puis, j'ai sorti la poudre compacte que j'avais cachée dans ma poche et j'ai étalé une couche de blanc pâle sur mes lèvres et mes joues. Quand je suis sorti de la salle de bain, j'avais l'air de quelqu'un qui venait de survivre à une maladie presque mortelle. J'ai trébuché, m'appuyant contre le mur, ma respiration haletante. Victoria m'a vu et s'est précipitée pour m'aider à m'asseoir sur une chaise, sa voix étant maintenant plus alarmée. Tu as vomi, toi aussi? Oh, ma pauvre chérie. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette maison aujourd'hui pour que vous soyez malades tous les deux en même temps? Tiens, repose-toi. Je vais te faire un verre d'eau chaude. J'ai pris le verre qu'elle me tendait, ma main tremblant intentionnellement, renversant un peu d'eau. Je me sens si faible, maman. J'ai l'impression que mes entrailles ont été essorées. Je crois que j'ai la même chose que Tom. Heureusement que tu vas bien. Je ne sais pas ce que nous ferions si toute la famille était malade. Mes mots ont agi comme un tranquillisant, flattant directement l'ego de Victoria. Elle a bombé le torse, sa fierté évidente. Je te l'avais dit, j'en ai mangé et je n'ai rien. Vous, les jeunes, êtes trop fragiles. Vous avez eu la vie trop facile. Alors vos estomacs sont faibles.
À mon époque, on mangeait tout ce qu'on avait, même la nourriture un peu passée, et personne n'en mourait. Allez, vous allongez tous les deux et reposez-vous. Je vais aller préparer une bouillie de riz nature. Ce sera facile à digérer pour vos estomacs. Victoria s'est hâtée vers la cuisine, le bruit de ses pantoufles claquant sur le sol, résonnant dans la maison silencieuse. J'ai regardé son dos s'éloigner, cette silhouette voûtée et travailleuse qui abritait une ignorance si cruelle et têtue. Je me suis tourné pour regarder Thomas. Il gisait toujours immobile, sa respiration devenant plus faible. Je savais que les bactéries de la listeria ravageaient son corps à chaque seconde qui passait. Ma maladie feinte n'était pas seulement pour créer un alibi, mais aussi pour endormir Victoria dans un faux sentiment de sécurité, pour lui faire croire que la situation était courante et non critique. Cela retarderait son appel à l'aide d'un instant supplémentaire. Un tout petit peu de temps qui suffirait à décider de la frontière entre la vie et la mort. Je me suis allongé à côté de mon mari, tirant la couverture sur nous deux, jouant le rôle d'une épouse partageant sa souffrance. Mais dans mon cœur, je faisais le compte à rebours de chacune de ces respirations. La nuit est tombée, recouvrant la maison d'une obscurité épaisse et étouffante. Victoria, avec son habitude tenace de faire des économies, n'a allumé qu'une faible veilleuse dans le coin de la pièce et a refusé d'allumer la climatisation. Malgré la chaleur écrasante, elle insistait sur le fait qu'un ventilateur suffisait, que les malades ne feraient qu'empirer dans l'air froid d'une clim. La chambre était suffocante, l'odeur aigre de la sueur se mêlant à l'odeur envahissante de l'huile mentholée, rendant la respiration difficile. Je restais, immobile, faisant semblant de dormir, mais tous mes sens étaient en alerte maximale, à l'écoute de l'homme à mes côtés. Thomas a commencé à présenter d'étranges symptômes. Au début, ce n'était que de légers gémissements. Puis sont venues de douces convulsions qui ont fait trembler le lit. Vers minuit, la situation a dégénéré. Thomas a soudainement cambré le dos, ses yeux se révulsant, le blanc de ses yeux devenant d'un éclat saisissant et terrifiant dans la pénombre. De la mousse blanche est apparue sur ses lèvres et ses membres se sont contorsionnés violemment. Il a émis des bruits de suffocation gutturaux comme s'il était étranglé, incapable de respirer. Je savais que c'étaient les signes que la bactérie attaquait son cerveau, provoquant des convulsions et une insuffisance respiratoire aiguë. Le moment de vérité était arrivé. Je ne pouvais plus retarder la chose, ou bien cette pièce de théâtre se transformerait en un cas de meurtre beaucoup trop évident. Je me suis redressé d'un bond et j'ai poussé un hurlement à glacer le sang, à déchirer le silence de la nuit. Maman? Maman, qu'est-ce qui arrive à Tom? Maman, aide-le. Victoria, qui somnolait dans le fauteuil, s'est réveillée en sursaut. Elle s'est précipitée vers le lit et, voyant son fils convulsé et écumé, son visage est devenu d'une pâleur mortelle. Elle tremblait si fort, qu'elle pouvait à peine se tenir debout. Elle bégayait, sa voix se brisant de peur. Tommy, qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, mon fils. Ne me fais pas peur comme ça. Comment est-ce arrivé? Prise de panique, elle a essayé de fourrer ses doigts dans sa bouche pour l'empêcher de se mordre la langue. Un remède de bonne femme courant. Je l'ai rapidement arrêté, repoussant sa main. Ne fais pas ça, maman. Appelle le 911. On doit appeler le 911 tout de suite. Il n'arrive pas à respirer. J'ai attrapé mon téléphone, mes mains feignant un tremblement alors que je composais le 911. Mais ma voix est restée assez claire et assurée pour donner l'adresse. 911, quelle est votre urgence? S'il vous plaît, envoyez une ambulance tout de suite. Mon mari fait une crise. Il écume et ne peut pas respirer. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Après avoir raccroché, je me suis tourné vers Victoria, qui pleurait maintenant. De façon hystérique, giflant le visage de son fils dans une tentative désespérée de le réveiller. Je me suis mis à pleurer, moi aussi. Des larmes coulaient sur mon visage. Tom, chéri, ne me quitte pas. Tiens bon, l'ambulance arrive. Maman, pourquoi est-il si malade? Tu as dit cet après-midi que ce n'était qu'un coup de froid. Ma question a été comme un couteau qui s'est tordu dans la conscience de Victoria. Elle avait l'air hébétée, paniquée, marmonnant pour elle-même comme une folle. Je ne sais pas. Je croyais que c'était juste un mauvais vent. Je ne savais pas. Oh mon Dieu, si quoi que ce soit arrive à mon fils, comment vais-je pouvoir vivre? Le hurlement d'une sirène a grandi au loin, déchirant le calme du quartier. Les gyrophares rouges et bleus ont dansé sur les murs comme des fantômes attendant de réclamer une âme. La sirène a hurlé à mes oreilles. J'ai regardé Thomas, allongé immobile, branché à une myriade de tubes et de fils. Son visage était d'une teinte violacée, sa poitrine se soulevant et s'abaissant faiblement au rythme du réanimateur manuel de l'ambulancier. Une tempête d'émotions bouillonnait en moi. Il y a eu un éclair de pitié pour l'homme que j'avais un jour aimé de tout mon cœur, l'homme qui avait été mon monde entier. Mais tout, aussi vite,
L'image de mes parents gisant dans une mare de sang, leur voiture, broyée au fond d'un ravin, a traversé mon esprit, écrasant cette étincelle, naissante de compassion. J'ai serré les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes, me rappelant que c'était le prix à payer. Il avait choisi cette voie il y a 3 ans. Au moment où il avait coupé cette durite de frein fatidique. L'hôpital, la nuit, était stérile et froid. L'odeur forte du désinfectant emplissait l'air, rappel constant de la frontière ténue entre la vie et la mort. Thomas a été conduit directement aux urgences. Les portes vitrées froides sont fermées, nous séparant des efforts effrénés pour sauver sa vie qui se déroulait à l'intérieur. Victoria s'est effondrée sur une chaise dans la salle d'attente, enfouissant son visage dans ses mains, ses sanglots résonnant. Dans le couloir vide, je me suis assise à côté d'elle, reniflant de temps à autre, jouant le rôle de l'épouse éplorée à la perfection. Mais mes oreilles étaient à l'affût, attendant le verdict final des médecins. Le verdict qui scellerait leur culpabilité. 1 heure s'est écoulée, paraissant un siècle. Finalement, les portes des urgences se sont ouvertes. Un médecin d'âge mûr, le front perlé de sueur, est sorti, abaissant son masque avec une expression grave. Victoria a bondi et a attrapé sa manche, la voix brisée. « Docteur, mon fils, comment va mon fils? Pouvez-vous le sauver ?» Le médecin a posé son regard sur elle, puis sur moi, et a légèrement secoué la tête, d'une voix basse et sombre. « S'il vous plaît, essayez de garder votre calme. L'état du patient est extrêmement critique. Il a une septicémie sévère qui a conduit à une méningite et à une défaillance multiviscérale. Nous faisons tout notre possible, dialyse, réanimation, mais le pronostic est très sombre. » En entendant cela, les jambes de Victoria ont lâché et elle se serait effondrée, si je ne l'avais pas rattrapée. Le médecin a continué, ses yeux perçants fixés sur nous. J'ai besoin que vous me fournissiez des informations honnêtes, afin que nous puissions déterminer la meilleure marche à suivre. Le patient a-t-il mangé quelque chose d'inhabituel récemment? A-t-il des antécédents médicaux? Pourquoi avez-vous attendu que son état soit aussi grave pour l'amener à l'hôpital? Victoria a bégayé, les larmes coulant sur son visage. Il n'a rien mangé de bizarre, docteur. Juste des repas normaux et des fruits de mer et de la pastèque que sa femme a rapportés. Il s'est plaint de maux de ventre pendant 2 jours. J'ai cru qu'il avait pris un coup de froid, alors je lui ai donné des antidiarrhéiques. À la mention du médicament antidiarrhéique, les sourcils du médecin se sont froncés, son ton devenant tranchant. Mon Dieu, madame, il avait une infection bactérienne. Le corps a besoin d'expulser les toxines, et vous lui avez donné un médicament pour empêcher cela. C'est comme emprisonner la bactérie à l'intérieur, l'aidant à détruire ses organes plus vite. Vous avez pratiquement tué votre fils. Vous vous en rendez compte? Victoria est restée figée, les yeux écarquillés d'horreur, la bouche béante, sans voix. Le médecin a insisté. Et la nourriture, comment a-t-elle été conservée? A-t-elle été manipulée de manière hygiénique? C'était à mon tour de parler. Ma voix était faible, et j'ai serré mon estomac. Comme si je souffrais. Docteur, la nourriture que j'ai rapportée était très fraîche, mais ma belle-mère a l'habitude d'économiser l'électricité. Elle débranche le réfrigérateur tous les soirs et le rebranche le matin. Je lui ai dit de ne pas le faire, mais elle n'écoute jamais. Est-ce que ce serait la cause? Le médecin a soupiré, secouant la tête de consternation. C'est ça, alors. La listeria. Cette bactérie se développe dans des températures fraîches, mais pas assez froides, surtout dans un réfrigérateur qui est constamment éteint et allumé. Des fruits de mer et de la viande crue conservée à côté d'une pastèque coupée en coupant le courant pendant la nuit. C'est comme incuber des bactéries et assaisonner vos aliments avec. Aucun médicament au monde pourrait le sauver de ça, sans parler de pilules en vente libre. La conclusion du médecin a sonné comme une condamnation à mort, pas seulement pour Thomas, mais pour la conscience de Victoria. Elle est restée là, pétrifiée, les mains molles sur les côtés, son visage ridé et vieilli se contorsionnant. D'horreur. Son habitude d'avarice tout au long de sa vie, ses économies stupides, dont elle avait toujours été si fière, était devenue la faux qui moissonnait. Désormais la vie de son fils unique. Je l'ai regardé, ne ressentant aucune satisfaction, seulement un vaste vide creux. Le mal avait été puni par l'ignorance, une fin tragique et cruelle. Le couloir de l'hôpital est tombé dans un silence de mort suite au verdict du médecin, brisé seulement par les sanglots étouffés de Victoria. Elle est tombée, à genoux sur le carrelage froid, ses poings frappant sa poitrine tandis qu'elle laissait échapper des cris d'angoisse sans mots. « Oh mon Dieu, j'ai tué mon fils, Tommy. Oh, Tommy, maman t'a tué. Pourquoi ai-je été si stupide? À quoi bon avoir économisé quelques maudits dollars ?» Ses gémissements déchirants faisaient se retourner les passants qui la regardaient fixement. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux implorants, mais aussi remplis d'un remords tardif et inutile. « Catherine,
J'avais tort. J'ai tué ton mari. Je t'en prie, chérie, sauve-le. Je me suis agenouillé à côté d'elle, l'aidant doucement à se relever, mais, mes mains étaient glacées, incapables d'offrir la moindre chaleur. J'ai regardé. Profondément dans ses yeux rouges et gonflés, ma voix étrangement calme. Maman, pleurer ne servira à rien maintenant. Les médecins font de leur mieux. Nous en sommes là. C'est peu, être le destin. Tu dois te calmer. Si tu t'effondres, qui va veiller sur Tom? Je prononçais des paroles de réconfort creuses. Mais dans mon cœur, je murmurais un tout autre jugement. Tu pleures pour ton fils, mais qui a pleuré pour mes parents? Qui a pleuré pour l'enfant à naître que tu m'as forcé à avorter parce que tu avais peur des dépenses? La douleur que tu ressens maintenant est elle-même comparable à la douleur que j'ai endurée. Pendant 3 ans, Victoria continuait à se blâmer, se giflant le visage. Cette bouche qui m'avait autrefois réprimandé pour être dépensière. Cette bouche qui avait encouragé son fils à tromper sa femme avec une riche maîtresse. Les gifles résonnaient dans le couloir. Cette bouche maudite. J'ai été cupide. J'ai été radine. Je croyais aider mon fils, mais je l'ai envoyé dans la tombe. Si seulement, j'avais écouté Catherine. Si seulement je n'avais pas été aussi avare pour quelques centimes d'électricité. Elle radotait comme une folle. Les regrets rongeaient son âme. Mais c'était trop tard. Le temps ne pouvait pas être remonté, et la bactérie dans le sang de Thomas n'allait pas disparaître à cause de ses larmes de crocodile. Je l'ai aidé à s'asseoir sur une chaise et lui ai donné une bouteille d'eau. Elle a pris une gorgée, puis a vomi violemment sur le sol. Le choc émotionnel était trop fort. Elle était en train de s'effondrer, complètement. Je l'ai regardée. Cette femme qui avait passé sa vie à comploter, à compter les sous et à tromper les autres, pour finalement tout perdre à cause de ces mêmes complots. N'était-ce pas le karma? Servi froidement et rapidement, j'ai soupiré et levé les yeux vers le plafond blanc, demandant silencieusement à mes parents s'ils regardaient. Est-ce que cette vengeance m'apporterait la paix, ou juste une tragédie de plus? La porte des urgences s'est à nouveau ouverte. Une infirmière est sortie précipitamment. Famille de Thomas Miller, le patient a repris conscience un instant. Il veut voir sa famille une dernière fois. Vous devriez vous préparer. Il ne passera probablement pas la nuit. En entendant cela, Victoria s'est levée en titubant et s'est précipitée dans la chambre comme une folle. J'ai suivi lentement, le cœur aussi calme qu'un lac. Il était temps de faire face à mon ennemi une dernière fois, de lui dire la vérité, pour qu'il emporte cette terreur avec lui dans la tombe. J'ai lissé mes vêtements, essuyé les fausses larmes, et me suis préparé pour le dernier acte du drame de ma vie. La porte de l'unité de soins intensifs s'est ouverte et une bouffée d'air froid m'a frappé, me faisant frissonner. L'espace à l'intérieur était d'un calme effrayant, rempli seulement par le bip régulier et rythmé des machines. Un compte à rebours mécanique et froid vers la mort. J'ai enfilé la surblouse bleue de protection et un masque bien ajusté, ne laissant visible que mes yeux, gonflés par les fausses larmes. Le médecin m'avait prévenu que je ne pouvais rester que 5 minutes. Le patient était extrêmement faible. Tous ses signes vitaux chutaient rapidement. J'ai hoché la tête et j'ai marché lourdement vers le lit dans le coin où mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé ma vie, prenait ses dernières respirations superficielles. Thomas était allongé là, son corps n'était plus qu'un amas de tubes et de fils, un respirateur couvrant la majeure partie de son visage, qui était gonflé et violacé. Ses yeux étaient fermés, sa poitrine bougeait à peine. Il avait l'air pathétique et seul. Je me suis tenu près de son lit pendant un long moment, mais, émotion si endurcie que je ne ressentais pas une once de pitié. Je me suis rappelé de lui, un genou à terre, me demandant en mariage il y a 3 ans. Son sourire radieux alors qu'il promettait de me protéger pour le reste de ma vie. Tous ces beaux souvenirs étaient maintenant brisés, remplacés par la vérité crue d'un tueur de sang-froid qui avait assassiné mes parents pour leur argent. Je me suis penché près de son oreille, la seule partie de lui qui n'était pas recouverte par l'équipement médical. J'ai murmuré, ma voix douce mais imprégnée de mort. Tommy, chérie, c'est moi, Catherine, ta femme. Tu m'entends? Ses paupières ont tremblé puis se sont lentement ouvertes, juste une petite fente, révélant des yeux troubles et paniqués. Il m'a regardé, le regard implorant. Peut-être espérait-il un miracle, espérait-il que je le sauverais de cet enfer. Mais il n'avait aucune idée que c'était moi qui l'avais envoyé ici. Avec un calcul si méticuleux et glaçant, j'ai doucement essuyé les sueurs froides de son front et j'ai murmuré, en articulant chaque mot. La pastèque était bonne, chérie? Et le saumon que tu as mangé hier, était-il frais? J'avais dit à maman de ne pas débrancher le frigo, mais elle n'écoute jamais. Toute la nourriture a été contaminée. Mais tu sais quoi, mon cœur? Je savais qu'elle le débrancherait. J'ai fait exprès d'acheter tous ces aliments crus et de les
Mettre à côté de la pastèque coupée, rien que pour toi. Les pupilles de Thomas se sont dilatées. Son expression est passée de la supplication à la terreur absolue. Il a essayé de bouger, de se débattre, mais son corps était complètement paralysé. Seuls ses doigts ont tressailli sur le drap blanc. J'ai continué mon murmure, la voix froide comme la glace. Tu allais me tuer pour les 5 millions de dollars, puis t'enfuir avec ta petite maîtresse, et son bâtard, n'est-ce pas? Tu croyais que je ne savais pas que tu avais coupé les freins de la voiture de mes parents il y a 3 ans? J'étais sous le lit cette nuit-là, Tom. J'ai tout entendu. Une dette de sang doit être payée par le sang. Tu peux reposer en paix maintenant. Quand tu arriveras de l'autre côté, n'oublie pas de t'excuser auprès de mes parents. Et ta mère? Ne t'inquiète pas pour elle. Elle passera le reste de ses jours tourmentée par le fait qu'elle t'a tué, de ses propres mains. Les yeux de Thomas étaient exorbités. Sa respiration à l'intérieur du respirateur est devenue rapide et saccadée. Il voulait crier, m'accuser, mais il ne pouvait émettre aucun son. Il ne pouvait que rester là, impuissant, à écouter ma confession. Des mots qui étaient comme 1000 aiguilles transperçant son cœur. Affaibli. Je me suis redressé, le regardant dans les yeux alors que la lumière s'en estompait lentement. Et j'ai souri faiblement derrière mon masque. Adieu, mon horrible mari. Si tu as une seconde chance dans la vie, essaie d'être quelqu'un de bien. Après mon murmure fatidique, le moniteur cardiaque près du lit a soudainement hurlé, une série de bips aigus et urgents. Les yeux de Thomas se sont ouverts en grand. Son corps a été secoué d'une violente convulsion puis s'est immobilisé. Ses yeux sont restés ouverts, fixant le plafond, rempli d'un mélange irréductible de haine et de terreur. La ligne sur le moniteur est devenue plate, s'étirant sans fin, signalant la fin d'une vie remplie de complots et de péchés. Les médecins et les infirmières se sont précipités dans la chambre, me poussant dehors alors qu'ils commençaient les dernières procédures de réanimation, vaine. Je suis sorti de l'USI, enlevant l'encombrante tenue de protection, ayant l'impression de venir de me débarrasser d'une couche de peau sale. Le couloir de l'hôpital était toujours froid et vide, à l'exception de la frêle silhouette de Victoria, recroquevillée sur une chaise, jouant avec un chapelet. Me voyant, elle a levé la tête, ses yeux gonflés remplis d'un espoir désespéré, vacillant. J'ai pris une grande inspiration, j'ai fait couler les larmes les plus convaincantes que j'ai pu produire, je me suis dirigé vers elle, je me suis agenouillé, et j'ai éclaté en sanglots. Maman. Tom, il est parti. Il nous a quittés. Maman, il est mort. Victoria m'a fixé d'un regard vide pendant une seconde, comme si elle ne pouvait pas comprendre mes mots. Puis elle a poussé un cri perçant et s'est effondrée dans sa chaise, agitant les bras et les jambes. Non, ce n'est pas possible. Mon fils, pourquoi m'as-tu quitté? Oh mon Dieu, pourquoi es-tu si cruel avec moi? Elle a titubé jusqu'à la porte de l'USI et a tambouriné, dessus, hurlant le nom de son fils de désespoir. Les infirmières ont dû la maîtriser et lui donner un sédatif pour l'empêcher de faire un scandale. Je suis resté là à observer le chaos, regardant la femme qui venait de perdre son fils se tordre de douleur. Mon cœur était aussi calme qu'un lac après une tempête. La mort de Thomas a été rapide et douloureuse, exactement comme je l'avais prévu. Il est mort de sa propre cupidité, de l'ignorance de la mère à qui il obéissait toujours, et de la haine de la femme qu'il avait tenté de tuer. J'ai aidé Victoria, désormais hébétée, à regagner son siège. En le faisant, mon esprit s'est tourné vers mes parents. Maman, papa, là, oh, vous pouvez voir que l'ennemi de notre famille a payé sa dette. Pas d'armes grandioses, pas de bataille juridique. La loi du karma a rendu son juste verdict. Un médecin est sorti pour prononcer l'heure du décès, et nous a demandé de nous occuper de la paperasse. J'ai pris tout en charge, de la signature des formulaires à Célia. L'organisation du corbillard, en passant par le réconfort de ma belle-mère, qui était comme une âme perdue. J'ai fait tout cela avec une efficacité calme et constante qui m'a valu les louanges de tous, me qualifiant d'épouse forte et capable. J'étais la seule à savoir que ce calme provenait d'un cœur qui était mort depuis longtemps. Mort la nuit où je me trouvais sous le lit à écouter mon mari comploter mon meurtre. Le corbillard s'est éloigné de l'hôpital, ramenant Thomas à la maison qu'il avait machinée pour posséder. Il a commencé à pleuvoir, de lourdes gouttes, frappant la vitre de la voiture. Victoria était allongée, la tête sur mes genoux, ayant pleuré jusqu'à l'épuisement. Même dans son sommeil, elle appelait son fils. J'ai regardé par la fenêtre le rideau blanc de la pluie, l'impression que les cieux eux-mêmes pleuraient une vie perdue, ou peut être, laver la crasse de ce monde. Les funérailles de Thomas ont eu lieu un jour de pluie torrentielle. Le ciel était d'un gris lourd et oppressant, comme s'il pouvait s'effondrer sur la froide maison de 3 étages à tout moment. Le son lugubre de la musique funèbre se mêlait à la pluie battante, créant une symphonie sombre et désolée. Les voisins sont venus présenter leurs condoléances, beaucoup faisant claquer leur langue en signe de sympathie pour le jeune homme parti trop tôt,
et pour la vieille mère aux cheveux blancs enterrant son fils aux cheveux noirs. Je me tenais silencieusement près du cercueil dans une robe de deuil noire, un bandeau blanc sur la tête, saluant chaque invité. Mon visage était émacié, mes yeux, cernés par les nuits blanches, mais personne ne pouvait voir la satisfaction cachée au fond d'eux. Alors que le cercueil s'apprêtait à être descendu dans la tombe, un lourd sentiment de chagrin flottait dans l'air. Victoria pleurait de façon incontrôlable, soutenue par deux proches. Soudain, un taxi s'est arrêté à la grille du cimetière. Une femme en est descendue. Elle portait une robe de maternité noire et moulante qui mettait en valeur son ventre proéminent. Tenant un bouquet de chrysanthèmes blancs et portant une écharpe de deuil, elle a marché vers nous, pleurant de façon dramatique. Tommy. Oh, Tommy, pourquoi m'as-tu quitté, moi et notre bébé? Mon fils, ton papa est parti. Tous les regards se sont tournés vers l'étrangère. Des murmures ont parcouru la foule. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était Amber, la précieuse maîtresse de mon mari, celle qui s'était assise sur mon lit et avait comploté mon meurtre. Amber s'est jetée vers la tombe, essayant de sauter sur le cercueil, mais a été retenue par plusieurs hommes. Elle s'est débattue, le visage couvert de larmes et de morve, puis s'est tournée vers Victoria et s'est mise à genoux. Maman, c'est moi, Amber. Je porte l'enfant de Tom, l'héritier du nom de notre famille. Maman, il est parti. S'il vous plaît, ne nous abandonnez pas. Victoria, qui était dans un état second, a entendu les mots héritiers de la famille et s'y est accrochée comme une personne qui se noie à un radeau. Elle s'est précipitée et a enlacé Amber, ses mains tâtant le ventre rebondi comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable. Oh mon Dieu, c'est vrai? Mon petit-fils, l'héritier de la famille Miller, est là. Tommy, si tu m'entends, veille sur ton fils. La scène de la belle-mère et de la maîtresse en attente, pleurant dans les bras, l'une de l'autre au milieu d'un enterrement, était stupéfiante. Les gens m'ont regardé avec pitié, se sentant désolé pour l'épouse officielle qui se tenait toute seule. J'ai gardé mon expression calme et froide, observant cette pièce de théâtre grotesque. Après avoir eu la confirmation pour son petit-fils, l'attitude de Victoria envers moi a changé en un instant. Elle a pointé un doigt vers mon visage, sa voix perçante fendant l'atmosphère sombre du cimetière. Regarde-toi. Elle, sans aucun statut officiel, a pu donner à Tom un enfant pour perpétuer son nom. Et toi, sa femme, pendant 3 ans tu as été complètement stérile. Maintenant que ton mari est mort, tu restes là comme une statue. Tu es une femme inutile, une malédiction qui a effacé toute la chance de cette famille. Ces accusations étaient comme des couteaux, mais je ne ressentais aucune douleur, seulement un sentiment d'absurdité. Ainsi, le lien, belle-mère, belle-fille que nous avions n'était que de la fumée face à un petit-fils. Un petit-fils qui n'était être même pas réel. Elle était prête à piétiner la dignité de sa belle-fille officielle pour protéger la maîtresse de son fils. Tout cela à cause de la cupidité et d'une obsession démodée pour l'héritage. Je me suis tenu droite et je les ai regardés directement, Victoria et Amber, ma voix assez claire pour que tout le monde l'entende. Maman, aujourd'hui c'est l'enterrement de Tom. S'il vous plaît, montrez-lui un peu de respect. Quant à l'enfant, nous découvrirons qui est le véritable héritier en temps voulu. La loi existe pour une raison. On ne peut pas s'approprier un enfant qui n'est pas le sien. Amber a tressailli à mon ton ferme et s'est blottie contre Victoria pour se protéger. Cela n'a fait qu'enhardir Victoria. Elle a serré Amber contre elle et a déclaré « Je me fiche de la loi. C'est ma chair et mon sang, et je vais le reconnaître. À partir de maintenant, Amber vivra avec moi. Je prendrai soin d'elle et de mon petit-fils. Tu as intérêt à faire attention et à ne pas lever la main sur l'un d'eux. » J'ai souri faiblement et j'ai hoché la tête. Bien sûr, maman, prenez bien soin d'elle. Moi aussi, j'attends avec grande impatience le jour où votre petit-fils naîtra. Un vent froid a balayé le cimetière, faisant bruisser les feuilles sèches, annonçant le début d'une guerre acharnée pour l'héritage. Une guerre qui commencerait avant même que la tombe ne soit recouverte. Seulement 3 jours après les funérailles, l'odeur de l'encens flottant encore dans l'air. Une réunion de famille a été convoquée d'urgence dans le salon. Victoria était assise en bout de table, flanquée d'Amber, qui caressait son ventre de femme enceinte avec un regard triomphant. J'étais assise en face d'elle, sirotant calmement une tasse de thé chaud. Victoria a tapé du poing sur la table, entamant la conversation avec un ton autoritaire. Je vous ai réunis, ici aujourd'hui pour discuter des biens de Thomas. Amber est enceinte de son fils, l'unique héritier de cette famille. Par conséquent, tout ce que Thomas a laissé derrière lui devrait appartenir à son fils. Amber a rapidement sorti une photo d'échographie 4D et un test de paternité prénatale, sans doute fait illégalement avec un échantillon de cheveux pris sur la brosse de Thomas, et les a poussés sur la table vers moi.
Regarde par toi-même, Catherine. La preuve est juste là. Je ne suis pas cupide, mais je dois me battre pour les droits de mon fils. Avec la disparition de Tom, nous n'avons plus personne. Tu ne vas quand même pas te battre contre un enfant à naître et sans défense pour son héritage. Victoria a ajouté, c'est vrai, tu étais sa femme, mais tu n'as pas d'enfant, alors tu es pratiquement une étrangère. Prends juste un peu d'argent et déménage. Laisse cette maison à Amber et à mon petit-fils. J'ai pris la photo de l'échographie et j'ai souri en coin. La grossesse peut être réelle, mais savoir si l'enfant était de Thomas était une autre question. Cependant, j'ai décidé de ne pas la démasquer tout de suite. J'ai reposé les papiers et j'ai regardé les deux femmes avides. Vous avez toutes deux un point de vue qui se défend. Il faut bien sûr subvenir aux besoins de l'héritier de la famille. Je suis prête à diviser les biens conformément à la loi. Mais, j'ai fait une pause, observant leurs expressions jubilatoires. Avant de diviser les biens, nous devons d'abord régler toutes les dettes de Thomas. Leur visage s'est décomposé. Victoria a bégayé. Des dettes? Quelles dettes? Mon fils était directeur. Il avait plus d'argent qu'il ne pouvait en dépenser. Il n'avait aucune dette. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au coffre-fort, dont j'avais changé la combinaison après la mort de Thomas, et j'ai sorti un épais dossier, le jetant sur la table. Il était rempli de contrats de prêt, usuraires, de documents de mise en gage de biens et d'avis de recouvrement de jeux mafieux que Thomas avait cachés pendant qu'il investissait dans la crypto-monnaie et finançait sa liaison. J'ai feuilleté les pages pour qu'elle puisse les voir. Regardez ici, maman. Tom empruntait à des usuriers pour jouer sur le marché des cryptos et a tout perdu. La dette totale, intérêts compris, s'élève à près de 5 millions de dollars. Selon la loi sur les successions, quiconque reçoit l'héritage est également responsable des dettes. Si toi, Amber, tu veux réclamer les biens pour ton fils, alors s'il te plaît, signe ici et accepte de partager cette dette de 5 millions de dollars avec moi. La main d'Amber tremblait alors qu'elle tenait le contrat de prêt, son visage, devenu livide. Elle n'avait été avec Thomas que parce qu'elle le croyait riche. Découvrir maintenant qu'il était massivement endetté la terrifiait. 5 millions de dollars. Vendre cette maison pourrait ne même pas suffire à couvrir la dette. Elle s'est tournée vers Victoria pour obtenir de l'aide, mais Victoria était également bouche bée, figée sur son siège. J'ai ajouté un autre coup psychologique. Alors, Amber, est-ce que tu aimais vraiment Tom? Aimes-tu ton fils? Si oui, alors signe ici. Nous vendrons la maison ensemble pour rembourser ses dettes afin qu'il puisse reposer en paix. Nous ne voudrions pas que la mafia s'en prenne à nous et menace de nous casser les jambes. Ce serait terrible pour le bébé. Amber a retiré sa main brusquement comme si elle s'était brûlée. Non, je ne savais rien de tout ça. Nous n'étions que des amis. Et ce bébé, qui peut dire qu'il est même de Tom? Je dois y aller. Elle a attrapé son sac à main et a essayé de s'enfuir. Victoria, horrifiée, a attrapé son bras. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Tu viens de dire qu'il était l'héritier de la famille. Amber a repoussé la main de Victoria, montrant son vrai visage. Lâchez-moi. Mon fils, ce sont mes affaires, pas les vôtres. Votre famille n'est qu'une bande d'escrocs noyés sous les dettes tout en prétendant être riches. Je ne suis pas assez stupide pour m'impliquer dans ce pétrin. Sur ce, elle est sortie en courant sans un regard en arrière. Je l'ai regardée partir avec un sourire froid, laissant Victoria effondrée sur sa chaise, le souffle coupé. Le choc était trop fort. Elle venait de perdre son fils, seulement pour découvrir qu'il était un bon à rien criblé de dettes, et son précieux héritier s'était volatilisé. Son monde imaginaire de richesse et de prestige s'écroulait autour d'elle. Amber a attrapé son sac à la hâte, le visage pâle, essayant d'échapper à la dette colossale que je venais de révéler. Mais je n'allais pas la laisser sans tirer si facilement. Pas quand la meilleure partie du spectacle restait à venir. Je me suis rapidement placé devant elle, lui bloquant le passage. Mon regard n'était plus soumis, mais aussi tranchant qu'un scalpel. Où vas-tu si vite, Amber? Je peux comprendre que tu aies peur des dettes. Mais qu'en est-il de l'héritier de ma belle-mère? Où emmènes-tu le prétendu sang de la famille? Mais là, Victoria, voyant que je bloquais Amber, s'est accrochée à cet espoir comme à une bouée de sauvetage. Elle aussi s'est précipitée et a attrapé le bras d'Amber. Ça, voix suppliante. C'est vrai. Va où tu veux, mais tu dois me laisser le bébé, ou, reste juste ici, donne naissance au bébé, et je vous élèverai tous les deux. Laisse Catherine s'occuper des dettes. Mon petit-fils n'a pas de prix. Je ne peux pas le laisser errer seul dans le monde. Amber s'est débattue pour se libérer de l'emprise de la vieille femme, en cinglant. Lâchez-moi. Je vous ai dit que ça n'avait rien à voir avec vous. Votre famille est fauchée et noyée, sous les dettes.
Je ne suis pas assez stupide pour tomber dans ce piège. Je suis resté les bras croisés, observant le bras de fer entre les deux femmes, avide. Puis, j'ai lentement sorti une petite enveloppe de ma poche. Je l'ai tenue en l'air. Tu peux arrêter ton numéro, Amber. J'ai un petit cadeau pour toi. Jette un œil. Et ensuite tu pourras décider de rester ou de partir. Amber. C'est figé, regardant l'enveloppe avec suspicion. Je l'ai lentement ouverte, j'ai sorti une pile de photos et un rapport de laboratoire, et je les ai jetées sur la table en verre. Les photos montraient Amber entrant intimement dans un hôtel avec un autre homme. Mais plus important encore, il y avait un bilan de santé gynécologique flambant neuf d'une clinique privée réputée. J'ai pointé les résultats du doigt. Regarde bien. C'est ton bilan de santé d'il y a 2 semaines, obtenu par un détective privé que j'ai engagé. Il indique clairement, muqueuse, utérine fine, pas de sac gestationnel. Alors qu'est-ce que c'est exactement que cette bosse que tu portes? Un coussin, un rembourrage en silicone, ou une tumeur maligne de mensonge? Victoria a eu le souffle coupé, sa main retombant, les yeux écarquillés alors, qu'elle fixait le rapport comme si elle voyait un fantôme. Elle a balbutié. Quoi? Pas de bébé. Alors où est mon petit-fils? Le visage d'Amber est devenu blanc, la sueur perlant sur son front. Elle a reculé, couvrant instinctivement son faux ventre. La vérité était exposée sous la lumière froide du salon. J'ai avancé vers elle et j'ai tiré sur la robe de maternité ample qu'elle portait. Un petit coussin, habilement attaché autour de sa taille, s'est dévoilé et est tombé sur le sol avec un bruit sourd. Un silence de mort a empli la pièce. Victoria a regardé le coussin sur le sol, puis le visage effronté d'Amber. Son monde entier s'est effondré. La dernière, lueur d'espoir, l'héritier à qui elle s'était accrochée comme justification de ses péchés, s'est avéré n'être rien d'autre qu'une fraude spectaculaire. Victoria est restée figée, la bouche bée, ses mains tremblantes tendant le bras vers quelque chose qui n'était pas là. Amber, voyant qu'elle était démasquée, sans issue, est passée de la peur à l'arrogance. Elle s'est moquée, et alors, si je ne suis pas enceinte? C'est la faute de votre fils s'il était si idiot. Il a vu un joli visage et il a craqué. Il a cru tout ce que je disais. Il m'a donné cet argent de son plein gré. Je ne lui ai pas mis un couteau sous la gorge. Le venin dans ses mots a rendu Victoria folle de rage. Elle s'est jetée sur Amber, essayant d'attraper ses cheveux. Tu m'as menti. Tu as menti à mon fils. Rends-moi mon argent. Rends-moi mon petit-fils. Mais sa force fragile ne faisait pas le poids face à la jeune femme. Amber l'a bousculée, et elle est retombée sur le canapé. J'ai observé la scène chaotique sans aucune émotion, seulement avec un sentiment de profonde tragédie. J'ai sorti mon téléphone, j'ai composé le 911, en le tenant en l'air. Amber, tu as 2 choix. 1. Tu rends les $500 000 que Tom t'a transférés au cours des 3 derniers mois. J'ai tous les relevés bancaires juste ici. Ou 2. Je te dénonce à la police. Pour fraude et extorsion. À la mention de la police et de la prison, le visage d'Amber a pâli. Ce n'était qu'une petite croqueuse de diamants. La loi la terrifiait. Elle a balbutié. Ne me menacez pas. J'ai dépensé tout cet argent et c'était un cadeau pour ma compagnie. Vous ne pouvez pas demander à ce qu'il soit rendu. J'ai eu un sourire en coin. Un cadeau, pour une somme aussi importante, combinée à la fausse grossesse que tu as utilisée pour le manipuler, c'est plus que suffisant pour constituer une fraude. Tu veux aller en prison ou tu veux sortir d'ici, et disparaître de nos vies pour toujours? Amber a pesé le pour et le contre. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester. Elle a attrapé son sac, a jeté un dernier regard venimeux à Victoria, et a couru vers la porte, laissant une série de jurons dans son sillage. La porte a claqué, rendant la pièce à son silence étouffant. Victoria était assise sur le sol, débraillée, les larmes coulant sur son visage ridé. Elle avait perdu son fils, son petit-fils imaginaire, et s'était fait escroquer d'une petite fortune. M'a regardé, les yeux vides. Catherine, tout est fini, n'est-ce pas? Mon petit-fils, mon Tom. Comment notre famille a-t-elle fini comme ça? Je me suis assise en face d'elle, mon regard étant un mélange de pitié et de mépris. Vous comprenez maintenant, maman. Vous m'avez méprisé pour être stérile. Vous avez poussé Tom à avoir une liaison pour avoir un héritier. Au final, votre petit-fils était un coussin. Votre fils est mort parce que vous étiez trop radine pour payer la facture d'électricité, et votre argent a été volé. C'est le prix que vous payez pour votre cupidité et votre cruauté. En entendant cela, Victoria a serré sa poitrine, ses yeux se sont révulsés, et elle s'est effondrée, inconsciente. Les chocs successifs avaient brisé les derniers vestiges de sa raison. J'ai appelé une ambulance pour l'emmener à l'hôpital, mais cette fois il n'y a eu aucune inquiétude feinte, seulement le détachement de quelqu'un qui accomplit un dernier devoir. Le médecin lui a diagnostiqué un léger accident vasculaire,
cérébrale provoquée par une détresse psychologique extrême. Bien que ce ne soit pas mortel, cela a laissé de graves séquelles neurologiques. À son réveil, ses yeux perçants et rusés avaient disparu, remplacés par un regard terne et vide. Elle regardait le plafond blanc et pouffait de rire, la bave coulant au coin de sa bouche, tapant parfois dans ses mains comme une enfant de 3 ans. Je l'ai ramenée à la maison pour m'occuper d'elle, ou plutôt pour la laisser vivre ses derniers jours dans l'enfer qu'elle avait créé. La grande maison de 3 étages était maintenant aussi froide qu'une tombe. Victoria alternait entre lucidité et folie. Le jour, elle se recroquevillait dans un coin, comptant sur ses doigts, marmonnant des mots sur l'argent et des terrains. La nuit, quand le vent hurlait à travers les fissures des fenêtres, elle faisait des crises de panique. Elle courait dans la maison, fouillant dans le réfrigérateur, appelant son fils. « Viens manger ta pastèque. » J'ai rebranché le frigo. Il fait bien froid. Maintenant. Ça ne pourrira pas. Certaines nuits, je m'allongeais dans ma chambre fermée à clé en l'écoutant gratter à la porte. Ses cris lugubres résonnaient dans la maison. « Ne le débranche pas. Ne le débranche pas. Mon fils est mort. Rendez-moi mon fils. » Le coussin. Mon petit-fils est un coussin. Ces hurlements au milieu de la nuit étaient plus terrifiants que n'importe quel film d'horreur. Les voisins ont commencé à chuchoter, disant que notre maison était hantée ou que c'était le karma pour une vie de méchanceté. Plus personne ne nous rendait visite. La maison se dressait, isolée dans le quartier animé. Je me tenais sur le balcon du 2e étage en regardant Victoria en bas, ramassant des feuilles mortes et les alignant en rangées, un sourire vide sur son visage. Je n'ai pas ressenti la satisfaction que je croyais éprouver, mais seulement une profonde tristesse. Ma vengeance était accomplie. Mes ennemis étaient ruinés, vivant une vie pire que la mort. Mais la blessure dans mon cœur ne s'était pas refermée. Mes parents ne pouvaient pas être ramenés à la vie, et ma jeunesse avait été enterrée dans cette tragédie. J'ai réalisé que lorsqu'on jette de la boue sur les autres, on se salit les mains. Mais je n'avais aucun regret. Si je n'avais pas été impitoyable, celle qui serait à 6 pieds sous terre, ce serait moi. Victoria vivait maintenant dans son propre monde, un mélange chaotique de passé et de présent, prisonnière de ses propres péchés. Elle avait peur de la lumière, du bruit du réfrigérateur en marche, et de la vue d'une pastèque rouge. À chaque fois qu'elle en voyait une, elle hurlait de terreur, se roulant en boule comme si elle voyait du sang. La punition d'une conscience coupable est parfois 1000 fois plus brutale que celle de la loi. Je la regardais et je pensais, vis comme ça, maman. Vis pour te souvenir et vis pour payer pour ce que tu as fait. Une fois les affaires de Thomas réglées et l'état de Victoria stabilisé dans un état de folie, j'ai procédé à la phase suivante de mon plan, liquider les biens pour rembourser les dettes. La dette de 5 millions de dollars que j'avais inventée pour Amber était basée sur les pertes réelles en crypto-monnaie de Thomas, mais les documents de l'usurier que j'avais falsifiés semblaient authentiques. J'ai utilisé ces papiers pour justifier la vente urgente de maison, un endroit qui renfermait trop de souvenirs douloureux et souillés. Je ne voulais rien garder qui me relie à eux. Je voulais faire table rase. J'ai engagé un agent immobilier, et j'ai mis la maison en vente rapide à un prix légèrement inférieur à la valeur du marché. Victoria, dans l'un de ses moments de lucidité, a vu des étrangers se promener dans la maison et s'est recroquevillée dans un coin. Je me suis assise à côté d'elle, lui caressant les cheveux, la voix douce mais manipulatrice. Maman, Tom, devait beaucoup d'argent. Les mafieux viennent le chercher. Si nous ne vendons pas la maison pour les rembourser, ils t'emmèneront. Ils te casseront les jambes, maman. Ce sera très effrayant. À la mention de mafieux et de jambes cassées, Victoria a tremblé, les yeux écarquillés de peur. Dans son esprit, chaotique, la peur de la douleur et de perdre de l'argent était encore très réelle. Elle a hoché la tête frénétiquement, la bave coulant de ses lèvres. Vends, vends-la. Ne les laisse pas m'emmener, j'ai peur. Paie la dette. J'ai placé le formulaire de procuration devant elle, un document que je lui avais fait signer par ruse lors d'un moment de panique après la mort de Thomas, et j'ai guidé sa main tremblante pour lui faire apposer sa marque. Une signature, tremblante, une empreinte digitale rouge. C'était fait. La maison était maintenant légalement à moi pour être vendue. La vente a été rapide. Un jeune couple, inconscient de l'histoire sombre de la maison, l'a achetée pour son bon prix. Je les ai regardés planifier joyeusement leur rénovation, leur souhaitant silencieusement un meilleur sort entre ces murs. La maison a été vendue pour 600 000 $. J'en ai mis une petite partie de côté dans un fonds pour Victoria, assez pour couvrir ses dépenses dans une modeste maison de retraite. J'ai gardé le reste pour moi en guise de compensation pour mes souffrances. Le jour du déménagement, j'ai embauché des gens pour tout emballer. Les costumes de créateurs de Thomas, les talons hauts,
Abandonné d'Amber, la belle porcelaine de Victoria, tout a été jeté dans de grands sacs pour être donné ou jeté. Je me tenais dans le salon vide, ressentant un soulagement, comme si on m'avait enlevé un grand poids. J'avais repris ce qui m'appartenait et ce qu'il m'avait volé. Ce n'était pas une justice parfaite, mais c'était un rééquilibrage de la balance. Victoria était assise sur la dernière chaise en bois restante, serrant le coussin qu'Amber avait laissé, roucoulant, « Mon petit-fils, dors bien. Papa est parti gagner de l'argent. » Je l'ai regardé une dernière fois, non plus avec haine, mais avec pitié pour une âme perdue. J'ai appelé un taxi pour l'emmener dans une maison de retraite en banlieue, où j'avais payé d'avance pour 1 an de séjour. Là, elle serait soignée, médicamentée, et surtout, incapable de nuire à qui que ce soit d'autre. Je me suis retourné et je me suis éloigné, laissant, derrière moi la maison, la belle-mère folle et un passé rempli de larmes. La maison de 3 étages, autrefois ma fierté et ma joie, l'endroit où j'avais versé tant de sueur et de larmes, était maintenant vide et froide. Les meubles, chers, les peintures, les plantes en pot, tout avait été chargé dans un camion, ne laissant derrière eux que les fantômes des souvenirs sur les murs tachés. Je me tenais dans le salon, regardant le nouveau jeune couple planifier avec excitation où placer leur canapé et leur télévision. Leurs yeux brillaient du bonheur innocent des nouveaux propriétaires, tellement semblables à moi il y a 3 ans. J'ai souri avec ironie, priant pour qu'ils ne connaissent jamais les tragédies qui s'étaient déroulées sous ce toit. Je suis monté dans la chambre, autrefois notre sanctuaire privé, maintenant le point de départ d'un sombre complot. J'ai ouvert le placard et j'ai sorti les costumes impeccables de Thomas, les cravates que j'avais choisies avec soin pour ses anniversaires. Son eau de Cologne familière s'accrochait encore au tissu, un parfum qui faisait autrefois battre mon cœur, mais qui maintenant ne m'inspirait que du dégoût. J'ai tout jeté dans les grands sacs poubelles verts entassés au milieu de la pièce. Les déménageurs me regardaient avec pitié, pensant probablement que j'étais une veuve éplorée, essayant d'effacer des souvenirs douloureux. Ils n'avaient aucune idée que j'étais simplement en train d'évacuer les ordures de ma vie. Dans un coin, Victoria était assise sur la dernière chaise en bois restante, ses yeux vides suivant les sacs traînés sur le sol. Elle ne criait plus ni ne jurait, elle marmonnait juste de façon incohérente, attrapant parfois l'air, comme si elle essayait de retenir quelque chose qui était déjà parti. Je me suis approché d'elle et j'ai posé une main sur son épaule. « Maman, la voiture est là. Il est temps d'y aller. Nous avons vendu la maison. Les nouveaux propriétaires doivent emménager. » Victoria a levé les yeux vers moi, une lueur de peur dans les yeux avant qu'ils ne retrouvent leur vide. Elle a serré le coussin fort. « Où allons-nous ? Retour à la campagne ? Tom a promis de me construire une grande maison. » Ces mots étaient un douloureux rappel des fausses promesses que Thomas avait utilisées pour manipuler sa mère cupide. Il lui avait promis un manoir, une vie de luxe, et au final, il ne lui a rien laissé d'autre que la solitude et la folie. J'ai soupiré et l'ai aidé à se lever. « Oui, nous allons dans un nouvel endroit. Il y aura beaucoup d'amis de ton âge et des gens pour s'occuper de toi. Tu n'auras plus à te soucier de cuisiner ou d'économiser de l'électricité. » Elle m'a suivi docilement, le corps voûté et frêle. Elle a franchi le seuil, sans un seul regard en arrière vers la maison qu'elle avait estimée plus que la vie de sa propre belle-fille. Peut-être que dans son subconscient, elle aussi voulait échapper à cette maison de fantômes. J'ai remis les clés au nouveau propriétaire, reçu le paiement final, et signé les documents de clôture. Tenant le document, je me suis sentie incroyablement légère, comme si un poids énorme avait été enlevé de ma poitrine. Le portail en fer a claqué derrière moi, coupant le lien final entre moi et la famille Miller. J'ai levé les yeux vers le ciel. C'était un bleu clair brillant, le signe d'un nouveau départ. Pendant que je débarrassais les derniers objets du bureau à domicile de Thomas, j'ai accidentellement fait tomber un gros livre de l'étagère. C'était un vieux dictionnaire d'anglais qu'il n'utilisait jamais, mais qu'il gardait toujours à une place bien en vue. En touchant le sol, la couverture s'est ouverte, révélant une section intérieure astucieusement creusée. À l'intérieur était niché un petit carnet relié en cuir noir et une clé USB en métal froid. Mon cœur a raté un battement. Mon intuition me disait que c'était la clé des secrets financiers que Thomas avait cachés pendant si longtemps. Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert le carnet. Il était rempli de ces gribouillages brouillons, noms d'utilisateurs et mots de passe pour divers forums du dark web, sites de jeux d'argent, et plus important encore, une longue chaîne de caractères incompréhensibles que j'ai immédiatement reconnue comme une clé privée pour un portefeuille de crypto-monnaies. Je me suis souvenu de toutes les fois où Thomas s'était plaint de pauvreté, me demandant de l'argent pour les factures, même pour sa facture de téléphone. Tout cela alors qu'il amassait, secrètement, une fortune immense dans le monde virtuel. Il se préparait pour sa nouvelle vie avec Amber, une vie de luxe construite sur mon argent et, finalement, ma mort. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable et j'ai accédé au
Portefeuille crypto en utilisant les informations du carnet. Une icône de chargement a tourné pendant quelques secondes, puis un chiffre est apparu sur l'écran, me faisant retenir mon souffle, lâchant presque mon verre d'eau. Le solde se chiffrait en centaines de milliers de dollars, une fortune assez grande, pour vivre confortablement jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi, la dette de 5 millions de dollars que j'avais inventée n'était pas entièrement un mensonge. Il avait joué et perdu, mais les biens qu'il avait mis de côté étaient bien plus importants. C'était un renard cupide et rusé jusqu'à la moelle. J'ai fixé les chiffres sur l'écran et j'ai ri à travers mes larmes. Oh, Tommy, tu as compté chaque centime avec ta femme. Tu as laissé ta vieille mère débrancher le frigo pour économiser quelques sous, et tu es mort sans avoir jamais pu dépenser cet argent sale. Tu allais utiliser ça pour te construire une vie avec ta maîtresse. Et maintenant, tout appartient à moi, la femme que tu considérais comme une épine dans le pied. J'ai rapidement transféré toute la somme sur un nouveau portefeuille de stockage à froid que j'avais créé, j'ai changé tous les mots de passe et je l'ai sécurisé. Posséder cette immense richesse ne m'a pas apporté la joie extatique d'un gagnant de loto, seulement un froid sentiment de sécurité. C'était le prix de ma jeunesse, de mon amour, et des blessures qui ne guériraient jamais complètement. J'ai fermé l'ordinateur portable et rangé le portefeuille à froid en sécurité dans mon sac à main. C'étaient les dommages et intérêts payés par la famille Miller. J'ai regardé la photo encadrée de Thomas, maintenant emballée dans une boîte, prête à être jetée, et j'ai murmuré. Merci, mon chéri. Je vais utiliser cet argent pour vivre une vie merveilleuse, pour vivre les années que tu as essayé de me voler. Tu peux te reposer maintenant. Je vais dépenser ton argent pour toi de la manière la plus digne qui soit. J'ai pris un taxi directement pour le cimetière de la ville où mes parents étaient enterrés. La pluie avait cessé et une faible lumière du soleil filtrait, à travers les nuages, illuminant les rangées de pierres tombales blanches. J'ai marché lentement sur le chemin humide, portant un bouquet de chrysanthèmes jaunes éclatants. Je me suis arrêté devant les 2 tombes adjacentes où l'herbe verte avait commencé à pousser autour des pierres tombales. Les photos de mes parents me souriaient, ces mêmes doux sourires qui m'avaient hanté, pendant 3 ans, me poussant à survivre et à chercher justice. J'ai déposé les fleurs et j'ai allumé un bouquet d'encens. Je me suis agenouillé sur le sol. Froid et j'ai murmuré. Maman, papa, votre fille ingrate est enfin là pour vous. Voir. L'homme qui a causé votre accident. L'homme qui vous a enlevé à moi. Payé pour ses crimes. J'ai sorti le certificat de décès de Thomas et une copie du faux contrat de prêt. De mon sac à main, je les ai incendiés, regardant les flammes consumer l'encre noire, les réduisant en cendres. Je n'ai pas utilisé de couteau ni d'armes. J'ai utilisé leur propre cupidité et cruauté pour les punir. Je sais que vous ne voudriez pas que j'aie du sang sur les mains, mais je n'avais pas d'autre choix. La loi n'avait aucune preuve, alors j'ai dû être le juge. Maintenant, il est mort. Sa mère est folle et leur famille est détruite. Je pense que vous pouvez enfin reposer en paix. Le vent s'est levé, dispersant les cendres dans les airs. J'ai senti un grand poids s'envoler de mes épaules. Je suis resté là un long moment, racontant à mes comme en projet de quitter la ville, de cette petite maison au bord de la mer dont j'avais toujours rêvé. Je leur ai promis de vivre une vie heureuse et forte pour honorer leur mémoire et leur sacrifice. Quand je me suis enfin levé pour partir, le soleil brillait de 1000 feux. J'ai regardé leur tombe une dernière fois et j'ai souri. Ne vous inquiétez pas, pour moi, maman et papa. Ça ira. Au revoir pour l'instant. Je me suis éloigné, la posture droite, mon ombre s'étirant longuement sur le chemin devant moi. Après avoir quitté le cimetière, je suis allé à la maison de retraite pour régler le dernier détail avec Victoria. C'était un établissement privé modeste, en banlieue. J'ai rencontré le directeur et j'ai payé d'avance 3 ans de soins. C'était une petite fraction de la fortune que je possédais désormais, mais c'était suffisant pour m'assurer qu'elle avait de la nourriture, un abri, et des médicaments. C'était le dernier acte de miséricorde que je pouvais offrir à la femme qui avait voulu ma mort. Je l'ai vue dans le petit jardin, assise sur un banc, serrant toujours ce coussin sale, fredonnant pour elle-même, ses yeux, perdus dans un monde lointain. Elle ne m'a pas reconnu. Un fugace sentiment de pitié m'a envahi, mais il a été rapidement éteint par la raison. Je ne me suis pas approché d'elle. Ma présence ne signifierait rien. Maintenant, je l'ai observée un instant de loin, comme une étrangère, un vestige d'un passé que je devais oublier. Elle allait vivre le reste de ses jours dans son monde délirant, payant ses péchés par la solitude et l'oubli. En quittant la maison de retraite, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé la rupture finale. J'ai parcouru mes contacts et j'ai bloqué le numéro de Victoria. Les numéros de tous ses proches, de tous les gens qui s'étaient moqués de moi. À chaque pression, une chaîne invisible se brisait. Ensuite, j'ai appelé mon opérateur mobile et je leur ai demandé de désactiver définitivement ma carte SIM. J'ai
cassé la petite carte en plastique en deux et je l'ai jetée dans une poubelle publique. Le bruit sec a été profondément satisfaisant. Je suis monté dans un taxi qui m'attendait et j'ai dit au chauffeur de m'emmener à l'aéroport. La voiture est partie, laissant derrière elle la ville bruyante et poussiéreuse, les gens, et les souvenirs qui m'avaient causé tant de douleur. J'ai regardé par la fenêtre, observant les grands immeubles rétrécir au loin, me sentant aussi légère qu'un oiseau libéré de sa cage. Dans mon sac se trouvaient ma carte d'identité, mon portefeuille de crypto, et un compte bancaire à mon seul nom. Catherine, plus une Miller, plus une veuve. J'étais juste moi-même, libre et indépendante. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une grande inspiration, de l'air frais climatisé, et j'ai murmuré « Adieu le passé, adieu la douleur ». C'est par une infirmière de la maison de retraite, dont j'avais conservé le numéro, que j'ai appris plus tard les derniers jours de Victoria. L'infirmière m'a raconté avec un ton de pitié que Victoria était leur cas le plus tragique. Personne ne lui rendait jamais visite. Les fonds payés d'avance couvraient ses besoins de base, mais rien de plus. Sa chambre était au fond du couloir sombre. Victoria vivait dans un monde où un passé prestigieux et un présent sinistre s'entrechoquaient. Elle restait assise pendant des heures près de la fenêtre, caressant le coussin en lambeaux, fredonnant de vieilles berceuses, perdue dans le délire qu'elle était toujours la puissante matriarche d'une grande maison. Mais une rafale de vent soudaine ou un coup de tonnerre l'envoyait se cacher, sous le lit, tremblante comme un animal blessé. Sa plus grande terreur était la pastèque. L'infirmière a raconté comment, un jour, la cuisine en a servi au dessert. Dès que Victoria a vu la chair rouge, elle a hurlé, jeté son plateau, et griffé les murs jusqu'à ce que ses doigts saignent, hurlant que c'était le sang de son fils, que la pastèque était empoisonnée. Après cela, on n'a plus jamais rien apporté de rouge près d'elle. Elle vivait dans une peur constante, tourmentée par le souvenir de sa propre frugalité mortelle. Les autres résidents, initialement compatissants, ont fini par s'éloigner d'elle, à cause de ses divagations sur la mort et le karma. Elle est devenue totalement seule. Certaines nuits, il l'entendait pleurer, un son qui n'était plus tranchant et exigeant, mais une plainte lugubre et vide. Elle appelait Tom, son petit-fils imaginaire. Et dans de rares moments de lucidité, elle appelait mon nom, Catherine. Maman a eu tort. S'il te plaît, laisse-moi rentrer. Mais il n'y avait personne pour répondre. L'argent a fini par s'épuiser. L'infirmière a dit que dans ces derniers jours, elle n'avait plus que la peau sur les os, les yeux enfoncés, fixant le plafond d'un regard vide. Elle est morte par une nuit d'orage, complètement seule. Sa mort fut le point final d'une tragédie familiale, un sombre avertissement contre l'avidité et la cruauté. J'ai écouté la nouvelle au téléphone et je n'ai ressenti rien d'autre qu'un soupir silencieux, un espoir que son âme puisse trouver la paix. J'ai choisi une ville côtière ensoleillée et balayée par les vents dans les Carolines pour commencer ma nouvelle vie, à milieu du passé. L'océan ici était d'un bleu brillant et infini, et l'air salin avait le goût de la liberté. Avec mes économies et l'héritage du portefeuille crypto de Thomas, j'ai acheté une vieille maison dans une petite allée à quelques pas de la plage. Elle avait un buisson de bougainvilliers éclatant près de la porte et un jardin spacieux, tout comme le havre de paix dont j'avais rêvé étant petite. Je me suis attelé à la rénover moi-même, la transformant en une charmante petite chambre d'hôte. Le travail physique ardu était épuisant mais thérapeutique. Chaque goutte de sueur semblait laver un peu de mon chagrin tenace. J'ai trouvé de la joie à regarder la maison se transformer, devenant chaleureuse et pleine de vie, l'exact opposé de la maison froide et stérile que j'avais quittée. Mes clients étaient très divers. De jeunes couples, des familles, et des voyageurs solitaires comme moi, chacun portant ses propres histoires. Je les écoutais, partageais des repas avec eux, et dans leurs histoires, je voyais des reflets de mon propre parcours. J'ai réalisé que je n'étais pas seul. Un après-midi de fin d'automne, un nouveau client est arrivé. C'était un homme de mon âge nommé Michael, avec un sourire doux et chaleureux qui me semblait étrangement familier. Michael est resté une semaine. Il était différent des autres touristes. Il passait ses journées à marcher sur la plage, prenant photos de bateaux de pêche et d'enfants jouant dans le sable. Le soir, il m'aidait pour de petites réparations dans la maison. Sa présence était si naturelle que j'oubliais qu'il était un client, j'avais l'impression d'être avec un vieil ami. Lors de sa dernière nuit, il m'a invité à prendre un verre de vin sur le balcon. Sous le clair de lune, il m'a raconté sa vie, ses voyages, son propre mariage raté, et sa perte de foi et d'amour. Nos histoires étaient différentes, mais notre douleur était la même. Soudain, il m'a regardé. « Catherine, a-t-il dit doucement. En fait, je sais pour toi depuis un moment. Il y a 3 ans, j'étais superviseur de chantier sur un projet près de ton ancienne maison. Je te voyais souvent dehors et parfois, je te voyais pleurer. Je voulais dire quelque chose, mais je ne savais pas comment. Puis, j'ai entendu parler de ce qui s'était passé.
Je ne m'attendais pas du tout à te trouver ici avec l'air si, forte et en paix. J'ai été stupéfait. Le destin est une chose étrange et merveilleuse. Même dans mes jours les plus sombres, quelqu'un avait veillé sur moi. Une gentillesse silencieuse dont j'ignorais l'existence. Michael n'a fait aucune grande promesse. Il m'a juste laissé son numéro. Si jamais tu as besoin d'un ami, a-t-il dit avant de partir, ou d'un compagnon de voyage, appelle-moi. Ma porte est toujours ouverte. Tu mérites d'être heureuse. La voiture s'est éloignée, mais elle a laissé derrière elle une petite graine d'espoir dans mon cœur. Je ne précipitais dans rien, mais je savais que mon cœur commençait à se réchauffer. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances de violet, j'ai marché le long du rivage. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti un petit objet enveloppé dans un mouchoir. Mon alliance, la dernière relique de mon mariage infernal. Je l'avais gardé tout ce temps, non par sentimentalisme, mais comme un rappel de la douleur et du prix que j'avais payé pour ma liberté. Mais, maintenant, debout face à l'immensité de l'océan, je réalisais que la plus grande vengeance n'est pas d'infliger de la douleur, mais de vivre une vie heureuse et d'oublier ses ennemis. M'accrocher à l'anneau, c'était comme garder un grain de poussière dans l'œil, une irritation constante. Je l'ai regardé une dernière fois, son reflet doré n'ayant aucun sens sous le ciel crépusculaire. J'ai souri, un sourire sincère et paisible, et de toutes mes forces, je l'ai lancé dans la mer. Il a dessiné un bel arc de cercle dans les airs avant de disparaître dans les eaux d'un bleu profond, enterré à jamais, avec toute la haine et la douleur du passé. J'ai pris une grande inspiration d'air salé et j'ai ressenti un profond sentiment de libération. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de Michael. Je suis libre ce week-end. Ça te dérange si je viens te voir? Il y a un nouveau café sur la colline avec une vue superbe. J'adorerais t'y emmener. J'ai regardé le message, un grand sourire rayonnant se dessinant sur mon visage. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais ce n'était pas grave. L'important, c'était que j'étais enfin prête à rouvrir mon cœur, à embrasser de nouvelles possibilités. Je me suis retourné et j'ai marché vers ma petite maison aux fleurs éclatantes, où un dîner chaud et une bonne compagnie m'attendaient. La vie est un long voyage avec de nombreuses tempêtes. Mais le soleil finit toujours par briller.